Et salut! Re-salut pour ceux qui, je sais pas, qui regardent les rediffs à la suite. Pourquoi pas, hein? De quoi on va parler? Sinon, je me suis dit que, ben, en VOD, ce serait cool parce que c'est vrai que je parle beaucoup de jeux sur la chaîne. J'en ai testé pas mal et j'en joue à pas mal. Oui, j'ai une veste, j'ai froid. Et ben, je me rends compte, en fait, plusieurs fois, dans les lives, il y a des gens qui débarquent et qui connaissent pas forcément, tous ces jeux et qui sont juste curieux. Le plus beau des défauts. Je me suis dit, je pourrais faire un petit tour quand même, de tous ces jeux, comme une sorte de top 10, sauf qu'il y a pas de classement, mais en fait, un peu vous faire le tour des jeux auxquels je joue, pourquoi j'y joue, quelles sont les particularités que j'aime dans ces jeux-là. Donc voilà ce que je vous propose. Alors, on va pas se mentir, j'ai un petit canon dans l'aile. Donc du coup, parlons jeu. Parlons jeu, parlons jeu. Je vais vous faire un petit peu le tour des jeux auxquels je joue. Alors, je joue. Je suis très multi-jeu. Ah, j'ai pas pris de briquet, mais quel bouffon! J'arrive, hein. Je sais juste pas ce que j'en ai fait. Ça va qu'il y en a de partout dans cette maison. Ouais, que je joue, je disais, je suis très multijeu, donc du coup, j'y joue pas à tous aussi régulièrement les uns que les autres, hein. Il y en a même que j'ai joué finalement assez peu, et que j'aimerais jouer davantage, mais bon, comme tout le monde, hein, notre grand ennemi, c'est le temps. On n'a pas le temps de jouer à tous les jeux du monde. Mais il en est que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces jeux. Et au moins, ça permettra à ceux qui suivent un peu la chaîne et tout, d'avoir une petite vidéo comme ça, qui fait un petit tour de jeu, si ça peut faire découvrir à certains. Faire comprendre à certains aussi pourquoi tel ou tel type de jeu m'intéresse. Et surtout, je vais essayer, bon, je vais forcément faire plein de compliments parce que j'y joue à ces jeux, donc je les aime. Mais je vais essayer aussi d'être un peu critique sur certains aspects. Pas dans le sens pour critiquer ce qu'ils auraient pu faire mieux, mais plutôt de la critique dans le sens pour ceux qui écoutent les jeux que je vais présenter. Ça va vous permettre un peu de jauger si c'est susceptible de vous plaire ou pas, du coup. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'offres, on va pas se mentir. Et des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Après, moi, je pense que le meilleur argument, c'est simple, hein, le meilleur argument, c'est tes potes y jouent, tu vois. J'enlève le Google, ça sert à rien. Mais voilà, je vais essayer de mettre un peu du pour et du contre, entre guillemets. Surtout pointer du doigt certaines caractéristiques qui peuvent plaire ou déplaire en fonction des styles de chacun, qui moi, vous l'aurez compris, si j'y joue, me plaisent. Mais comme ça vous permettra aussi de vous dire, ok, ce jeu il me tâte, j'ai bien envie d'essayer, ou alors ce jeu, non, c'est clairement pas pour moi. Next. Ça, vous retrouvez un peu dans l'offre ludique. Profitez du fait que, ben, moi, j'ai un petit peu la foi à essayer tout plein de systèmes de jeu. Donc du coup, essayez de vous partager cette petite expérience. Ça peut servir à certains. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, ben, ça leur permettra de découvrir, tout simplement. Alors, comment qu'on va faire et par lequel qu'on va commencer? Je ne sais pas. Si, bah, on va commencer par, on va commencer par le jeu qui m'a alors, je me suis remis à la peinture, je me suis remis au hobby. Je vais mettre un peu de contexte. Je vais vous raconter ma vie, hein. Je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'ordinateur. Voilà, c'est comme ça, hein, ma pratique a été développée petit à petit, avec l'utilisation de l'ordinateur, j'avais des lunettes bien avant ça, hein, c'est pas dû à ça. Mais du coup, je crois que je me suis un peu remis dans le hobby en mode, j'ai fait un petit restart à zéro en déménageant, et j'avais pas une situation bien funky, j'avais pas beaucoup de potes à disposition, enfin je m'étais un peu éloigné. Voilà, ça m'a fait du bien aussi quand même, hein, mais il s'avère que je suis arrivé dans une situation où voilà, j'étais tout le temps sur mon ordi à bosser mes trucs et j'avais plus trop de vie sociale et j'ai cherché, comment dire? Je pense qu'il y avait une recherche de ma part, de m'éloigner de mon ordinateur avec une activité et aussi d'avoir une activité sociale, qui me faisait, plaisir. Je me suis remis à la figurine, j'ai ressorti mes pitous comme ça. Donc premier instinct, j'ai ressorti mes pitous de Warhammer 40 000. Voilà. Je vous parlerai pas du jeu Warhammer 40 000, déjà si vous connaissez pas Warhammer 40 000, bon, parce que vous avez de quoi regarder sur internet pour vous renseigner, vu que c'est là un peu la tête de proue des jeux connus, et que je n'y joue pas, et comme je vous ai dit là, je vais vous faire une liste plutôt des jeux que je joue. Et pour plein de raisons, après on pourra en discuter si vous voulez de pourquoi j'y joue pas. Mais pour placer le contexte, voilà, j'avais repris avec ça, et puis j'avais repris à l'époque où ils changeaient toute la gamme.
pour ceux qui connaissent, ils passaient du Space Marine au Primaris. Et moi, quand je suis arrivé avec mes petits pitous, les gars, ils m'ont dit non, mais faut tout racheter. Donc je fais ouais, non, mais tu m'as saoulé, quoi. Donc je me suis rabattu sur un autre jeu que j'aimais beaucoup. Mais qui est du même éditeur, comme ça on dira pas que je parle pas de Game Workshop et que je parle que des indés, même si vous allez le voir, ce soir je vais parler beaucoup de jeux indés, parce que c'est la majorité des jeux que je joue sont ce qu'on pourrait considérer comme des jeux indés. Mais j'ai recommencé avec Necromunda. Alors si j'écris juste Necromunda, je pense que ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est du Game Workshop, donc on va pas avoir de mal à trouver des images. Il y a même une fiche Wikipédia, je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les jeux que je vais vous présenter ce soir. Mais j'ai recommencé avec Necromunda. Necromunda qui avait l'avantage, à la différence de Warhammer 40 000, d'être un jeu d'escarmouche. Donc on joue avec des plus petites équipes. D'ailleurs j'ai recommencé avec cette boîte-là. J'avais racheté cette boîte-là. Donc c'était les Orlocks. Donc Necromunda, si vous voulez, c'est un jeu... C'est un jeu normalement qui est futuriste et où on joue des gangers, mais qui a un petit côté esthétique post-apo, mine de rien, malgré que ce ne soit pas un post-apo. Je vais pas tout vous faire le lore, hein, l'important là c'est que je vais vous parler du jeu. Après, ça reste un jeu, comment dire, qui est assez ancien. Donc il y a certaines mécaniques voilà, qui n'ont pas trop changé. Ça peut déplaire à certains. Par contre, il a l'avantage, et nous c'est ce qui nous avait séduit à l'époque quand j'étais gamin, mais qui me plaît encore d'ailleurs, il a le côté campagne, c'est-à-dire que vous avez un système d'évolution de vos équipes, vous allez recruter, les gens vont se blesser, il y en a qui vont mourir, il se passe des choses quoi entre les parties. Et ça, j'avoue que c'est assez cool, surtout quand on recherche une forme de narration. Alors vous allez voir, je vais vous présenter d'autres jeux qui ont aussi cet aspect-là, et même certains qui l'ont poussé peut-être un peu plus loin selon moi. Mais bon, après, à la décharge de Necromunda, il n'a pas été inventé hier, le jeu, quoi. Bon, et ça avait aussi un autre avantage pour moi, c'est que bah, le côté un peu post-apo, tout ça, pour se remettre à la peinture, mine de rien, c'est bien pratique, parce que bah, c'est plus facile je trouve, hein, pour moi, de peindre du sale et du rouillé que de peindre de l'armure régulière. Comme je l'ai dit, j'avais recommencé Warhammer, et Warhammer, j'avais des Space Marines, donc c'était des trucs très propres, très uniformes. Normalement, après, on peut les faire complètement différemment, hein, je dis pas, mais normalement, c'est très propre, très uniforme. Ouais, des régiments et tout. Militaire. Et du coup, Necromunda, ce côté un peu funky. Et aussi, ce qui m'avait plu, du coup, c'était que ben, on peut s'amuser. Là, ils sont assez uniformes sur l'image que je vous montre. Mais on pouvait s'amuser aussi un peu comment dire, à personnaliser chacun des personnages. Ça va bien avec le jeu, parce que chaque personnage a vraiment, c'est pas un profil de personnage, c'est un personnage en soi. Donc voilà, je ne vais pas en parler 1000 ans, parce qu'il est vraiment très connu. Si vous aimez bien ce jeu, en chaîne à vous conseiller, je vais en profiter pour conseiller des chaînes, hein. Bien sûr, vous avez la chaîne des dingues de jeux, qui a fait beaucoup de vidéos sur Necromunda, qui est à fond sur Necromunda, qui en parle bien mieux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. En plus, ils ont refait tout leur setup et tout, c'est super cool. Bah voilà. Il y a déjà un rapport de bataille sur Necromunda. Alors, faut savoir que Game Workshop a repris le jeu, donc c'est pas un jeu mort, à la différence, par exemple, actuellement, pour le moment, c'est pas dit qu'ils le reprennent pas, mais Mordheim, qui est son penchant post-apo médiéval fantastique. Grim Dark. Mais donc, du coup, c'est un jeu qui est suivi, malgré tout. C'est un jeu voilà, où vous pouvez vous amuser avec les copains à faire une campagne, à avoir une sorte de suivi. Donc moi j'avais repris sur ça, mais j'y ai pas joué très longtemps, je vous avouerai, parce que j'ai vite découvert ce qui m'a vraiment remis au hobby. Il m'a vraiment remis au hobby, bah pour le coup c'est un jeu qui est cocorico français indé. C'est chez TGCM, c'est Carnage. Alors comment j'ai connu Carnage? Merde, je voulais pas faire ça. Ah, c'est pas grave, mais hop, pour mon setup c'est mieux. Alors ça c'est le dernier KS qu'ils ont sorti, et du coup ils font un Ultimate Pledge, je profite pour le dire, ils font un Ultimate Pledge du 1er au 31 décembre, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont raté le KS, s'en sont rendus compte vis-à-vis de certains retours. Du coup ils ont décidé de réouvrir le LED Pledge, le Pledge Manager quoi, permettant à ceux qui n'ont pas pu participer au KS de quand même pouvoir
bah, il participe maintenant et il sera livré en mars. Et pour le coup, c'est un éditeur qui généralement tient ses promesses au niveau des délais, hein. On n'est pas sur, je sais pas, certains, je vais pas cracher, je vais pas casser du sucre. Donc, il y a certains éditeurs qui sont connus pour leur retard. C'est pas le cas de TGCM du coup. Donc TGCM, je les ai rencontrés, bah, c'est une histoire d'amitié aussi, hein. Parce que du coup, je les ai rencontrés assez rapidement parce que ben, du coup, je vis dans le Nord actuellement. Et c'est comment la vie là-bas tous les jours? Je veux dire, c'est tranquille, non? C'est le Nord. Je ne suis pas originaire du Nord, mais actuellement, je vis dans le Nord et c'est en me remettant en jeu, du coup, bah, je me suis mis à Carnage. Et comme c'est un éditeur du Nord, bah, on a vite pu se rencontrer et donc j'ai vite pu sympathiser parce que ce sont vraiment des mecs super sympas et super intéressants. Et même, bah, moi je peux le dire, bon, Manu, je le connais un peu moins aussi, il est très occupé, mais Gwen, c'est devenu vraiment un ami. Enfin, moi, je le considère comme tel en tout cas. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est Carnage? Est-ce que c'est le mieux pour vous présenter Carnage, la page ouais, si, non, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, Carnage, c'est aussi un jeu d'escarmouche. Alors, je commence par vous montrer un jeu qui a vraiment des grosses différences sur plein d'aspects avec d'autres jeux. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un ordre. Là, je suis plutôt dans la chronologie pour le moment. Je pense qu'on va vite dériver de la chronologie. Je ne vais pas être très rigoureux sur l'ordre dans lequel je vous présente les jeux, mais plutôt comment ça me vient. Mais chronologiquement, oui, Carnage fait partie des premiers. Quand je me suis remis au hobby. Donc Carnage, déjà, donc c'est un jeu d'escarmouche aussi. Donc les jeux d'escarmouche, vous l'aurez compris, c'est des jeux avec des petits contingents de personnages. Vous allez jouer pas trop de personnages. Genre moi, je joue du populeux. Et en format normal, ouais. En vrai, je joue cette figurine. L'élite, quand je joue de l'élite, j'essaye d'en jouer 5. Mais en vrai, on est vite à 4. Ceux qui abusent un peu, 3. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas tant que ça de figurines. Ça se joue sur du 60 sur 60, comme d'autres jeux que je vous présenterai. Donc c'est un petit format, à la différence de la... Je dirais que la moyenne des escarmouches, c'est souvent du 90 par 90. Là, on parle en centimètres, hein. Et la moyenne des jeux bataille et tout, vous pouvez doubler cette mesure. Après, ça se jouera plutôt sur des rectangles plutôt que des carrés. Là, on est sur un format carré. Mais du coup, 60 par 60, dans certains jeux, vous allez voir, ça reste quand même une belle surface. Dans Carnage, ça a la particularité que Carnage est pour le moment le seul jeu auquel je joue et le seul jeu que je connais qui se joue vraiment. Parce que je sais qu'il y a eu un jeu Inquisiteur à un moment donné qui utilisait des grosses figurines, mais actuellement, je suis pas sûr qu'il y ait des jeux qui utilisent des grosses figurines. Et donc du coup, ça se joue sur du officiellement 54 mm. En vrai, c'est du 75 mm. Donc un jeu de figurines classique, on va dire qu'à une époque, c'était 28 mm et que maintenant, on est gentiment passé sur du 30-32 mm. Et là, c'est du 75, donc c'est le double. En fait, si vous voulez, 75 mm, c'est plutôt une taille de figurine qu'on utilise pour le concours peinture. Voilà, typiquement, c'est plus de la figurine de peinture normalement sur ces formats-là. Bah là, c'est des figurines de jeu. Et cette grosse taille de figurine, additionnée au fait que ça se joue sur une petite table en termes de jeu de figurines, c'est du 60 par 60. Il existe plus petit, hein. Par exemple, je pourrais vous parler de Rumble Slam, même si je joue pas encore, mais ça se joue sur plus petit. Et, généralement, 60 par 60, c'est un des plus petits formats qui existent. Sauf que là, c'est plus grosse figurine. Donc du coup, le terrain paraît encore plus petit. Les mouvements sont beaucoup plus conséquents sur la table. Il n'y a vraiment pas de... Enfin, c'est très très compliqué de jouer les planqués ou ces choses-là. Moi, c'est un truc que j'avais apprécié parce qu'on rentrait directement dans le cœur des choses. La bagarre. J'avais pour regret pas mal de jeux, notamment Necromunda, qui jouaient sur du 90 par 90, mais quand on commence les campagnes et tout ça, on a des petites équipes. Et donc, du coup, on a un peu l'impression que le premier, voire le deuxième tour, on fait un marathon, quoi. On fait de la course à pied, on marche, quoi. On se positionne. Et moi, je trouvais toute cette phase de jeu pas ouf, hein, pas très intéressante. Et qui prend du temps, je trouvais assez inutilement. Du temps, on n'en a pas forcément, encore une fois. Donc voilà, c'est un truc que je n'aimais pas et que j'ai tout de suite apprécié sur Carnage, c'est que ben voilà, tour 1, on est là et on se dit bonjour, on se fait des câlins. On n'a pas passé un tour à marcher pour rien. Donc ça, c'est un des aspects sur Carnage qui m'avait marqué. Après, le fait que ce soit des grosses figues, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous vous doutez bien que ça change beaucoup de choses, ne serait-ce que en termes de hobby, de peinture et tout ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs quand je me suis remis à repeindre des petites figurines après ma session Carnage. Ça m'a vraiment fait très bizarre.
Maintenant, je peins les deux, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au début, ça m'avait fait bizarre. J'avais pris tellement de plaisir à peindre de la grosse figurine que ça me faisait chelou un peu de repasser sur du petit, là. Mais bon, c'est quand même agréable les deux, c'est un peu différent. Mais à choisir, je crois que je préfère quand même peindre encore de la grosse figurine comme ça. Et c'est un peu le seul jeu qui me le propose, donc il y a une petite affection, hein, vous verrez, particulière pour ce jeu. Après, en termes de gameplay, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du gameplay de Necromunda, alors qu'on aurait pu s'en servir un peu des talons de mesure vis-à-vis de tous les jeux que je vais vous présenter. Mais tant pis, on va faire sans. Mais en termes de gameplay, il a quand même pas mal d'originalité. On va pas se le cacher, contre la plupart des jeux que je vais vous montrer, qui ont comment dire, certains points communs, qui sont assez réguliers dans la figurine. Des aspects de mécanique qui sont assez réguliers dans la figurine. Par exemple, un qui est tout bête, hein, dont je vais vous parler, c'est que dans la figurine, généralement, quand on attaque, c'est pour faire des dégâts. C'est assez classique, hein, même dans le jeu vidéo, c'est souvent ça. Mais Carnage propose un peu plus que ça. Il y a d'autres jeux, hein, qui proposent que ça, il n'y a pas que Carnage. Mais Carnage propose un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une attaque qui fait juste des dégâts, en fait, vous allez pouvoir doser votre attaque en fonction de l'énergie que vous allez vouloir y mettre. Donc du coup, forcément, ça vous coûte des ressources. Il y a une question voilà, de gestion de ressources qui est importante, surtout qu'à la différence aussi d'autres jeux, Carnage, vous resettez pas, vous recommencez pas toutes vos ressources dès le début du prochain tour. Vous recommencez quand vous réactivez votre figurine. Donc ça veut dire que vous pouvez passer quasiment 2 tours entiers avec une figurine qui n'a plus aucune ressource pour se défendre, par exemple. Ça, c'est une donnée qui, je sais, peuvent en gêner certains. Je sais que ça en gêne certains. Et que d'autres adorent, justement. C'est une spécificité vraiment du jeu. Donc là, je ne vais pas critiquer ou en mal ou en bien. Je pense vraiment que c'est un truc à essayer, à voir si ça vous plaît, cet aspect-là. C'est vraiment particulier, c'est vraiment une patte du jeu. Maintenant, il faut aimer. Ça, vous allez le retrouver dans les autres jeux de TGCM qui sont dans l'autre jeu, en fait, qui est Briscard, le jeu qui le précède d'ailleurs. Mais donc du coup, vous avez la particularité, comme je disais, c'est pas qu'une attaque. Vous allez doser votre attaque et en fonction des caractéristiques que vous allez utiliser dans votre attaque, vous allez avoir des effets. Des effets de combat qui vont un peu changer la donne. Donc effectivement, vous allez pouvoir renforcer vos dégâts en utilisant la caractéristique, c'est la puissance, qui va vous permettre de faire plus de dégâts. Vous allez pouvoir utiliser la caractéristique de l'agilité qui va pouvoir vous permettre de remettre une petite attaque mais avec moins de puissance. Mais vous allez aussi pouvoir, et ça c'est super intéressant, utiliser la capacité qui va vous permettre de repousser l'adversaire ou une capacité qui va vous permettre de vous déplacer. Ce qui est d'ailleurs le seul moyen de sortir de la zone de contact adverse. Et donc là, déjà, rien que là, avec les effets qu'on utilise et tout, il y a toute une stratégie qui se met en place. Ajouté à ça, il y a une surcouche en fonction de la caractéristique que vous allez utiliser, il n'y a pas que l'effet que vous allez pouvoir utiliser. Il y a aussi, déjà, ça va un peu déterminer quelle caractéristique l'autre va se défendre, l'autre va utiliser pour se défendre, c'est important. Et donc, c'est les choix que vous donnez à votre adversaire, mais ça va aussi, chaque caractéristique, vous vous doutez bien que votre figurine n'a pas forcément les mêmes statistiques dans chaque caractéristique, et donc du coup aussi, vous allez choisir les caractéristiques en fonction de si vous avez un bon score dedans ou pas face à votre adversaire. Ou alors utiliser des caractéristiques où justement l'adversaire aura du mal à se défendre face à ça parce que lui il est mauvais dans ces caractéristiques-là. Et donc du coup il y a toujours cette question à un moment donné de alors est-ce que je favorise les stats, est-ce que je mets du dégât, est-ce que j'utilise de l'effet. Et rien que dans cette petite phase de combat de je fais une attaque, il y a déjà énormément de réflexion stratégique. Donc je le dis tout de suite, moi j'adore, mais c'est un jeu, je pense, si votre but c'était de juste vous détendre en mode tranquillou, on est là pour le fun, vous pouvez à Carnage, mais en vrai, vous passez à côté du vrai potentiel de Carnage. Parce que je pense que c'est un jeu où ceux qui vont vraiment aimer, c'est ceux qui aiment la micro-gestion, tous les petits choix stratégiques. Vraiment, il y a énormément de potards dans la mécanique de Carnage qui vous permettent d'affiner vraiment votre stratégie et de faire des choix vraiment à chaque instant. C'est un jeu qui a les compétences, les mécaniques qui vous permettent d'être exigeant et de faire des micro-gestions et des micro-choix stratégiques. Ce qui peut être assez lourd pour quelqu'un qui la joue vraiment à la cool. Et ce qui peut être assez plaisant pour quelqu'un qui aime vraiment avoir tous ces petits potards pour gérer sa stratégie et tout. Donc je pense que pareil, c'est un jeu qui a sa patte, donc je pense que ça plaira pas à tout le monde, voilà. C'est ce que je pense. Je pense vraiment pas que c'est un jeu un peu universel, parce que justement, il a vraiment trop sa patte. Il peut être très exigeant dans un sens. Donc voilà.
Moi, c'est un de mes jeux que je joue le plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire un peu? Je vais pas vous décrire les jeux à chaque fois, je vais plutôt vous décrire un peu ce qui les différencie des autres, un peu leurs traits de caractère à eux. Après, si vous voulez aller en profondeur dans les jeux, je vous inviterai, ben, du coup, vous avez les noms à chaque fois. Je vous inviterai à aller vous renseigner par vous-même parce que la curiosité et se renseigner par soi-même, il y a rien ne vaut ça. Un autre particularité sur Carnage, qu'est-ce que j'aurais pu zapper qui est vraiment intéressant et propre à lui. Un petit truc que j'ai envie de dire. Ah oui, ça, si, c'est une grosse particularité, je trouve. Vous avez des profils de figurines. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il y en a deux là qui me viennent en tête. La première, vous avez des profils de figurines. Encore une fois, Carnage, c'est vraiment une boîte à outils de plein de petits potards pour gérer sa stratégie. Donc ceux qui aiment faire les listes, vous allez vous faire du plaisir. Mais vous avez donc des profils, mais comme dans tous les jeux, vous allez me dire, hein, tous les jeux ont des profils. Oui, mais ceux-là, ils ont des niveaux. Et les niveaux vont changer les compétences qu'ils ont, les caractéristiques qu'ils ont, mais ça restera le même profil, avec ses petites variantes, et aussi son prix. Et donc du coup, vous allez pouvoir doser en fonction du prix que vous voulez y mettre et comment dire, euh, de la performance du profil que vous allez mettre sur table. Si vous n'avez pas juste un soldat, ça va être un soldat niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ça va changer pas mal de choses, notamment le fait de lancer plus de dés, parce que à Carnage, c'est un système qui vient de Briscard, il me semble. Non, je dis des bêtises, c'est typiquement Carnage. Quand vous jetez des dés, en fait, vous ne retenez que le résultat d'un seul dé que vous jetez. Et donc, plus vous avez de niveau, plus vous jetez de dés. Si vous êtes niveau 1, vous jetez un dé. Si vous êtes niveau 2, vous jetez 2 dés. Si vous êtes niveau 3, vous jetez 3 dés. Donc, vous lissez la chance avec un personnage de plus haut niveau. Et rien que ça, même sans parler de compétences, et de caractéristiques plus élevées, rien que ça, c'est pouvoir lisser la chance, lisser les stats. Tout joueur stratégique sait que c'est un outil qui peut être très très fort, mais ça a un coût. Et donc, du coup, quand on crée des listes, c'est vraiment une petite mécanique d'esprit très agréable. C'est très agréable de juste créer des listes à Carnage, même sans les jouer. Comme plein d'autres jeux que je vous montrerai, on en reparlera, mais moi j'aime beaucoup faire des listes. C'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le jeu. Dans le jeu en général. Et donc du coup à Carnage c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment plein de potards pour régler ça. Et notamment un truc encore une fois qui est très intelligent. Alors je suis pas sûr que ce soit le seul jeu qui fasse ça. Mais dans ceux que je vais vous présenter, il me semble que oui, c'est quand même un des jeux qui l'utilise le plus. C'est l'arsenal en fait. C'est-à-dire que vos gars, effectivement, sur le profil, ils ont une arme, mais vous pouvez l'enlever. Vous allez vraiment pouvoir équiper vos Gugus. Et ça va vraiment tout changer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 10 fois la même liste avec les mêmes personnages au même niveau. En fonction des armes que vous allez leur foutre, vous n'allez vraiment pas avoir la même façon de jouer, la même stratégie. Et donc ça, c'est encore une fois un potard de réglage à ajouter dans la façon de peaufiner sa liste. Donc c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a un potentiel stratégique, il y a un potentiel de réflexion stratégique sur Carnage qui est, je pense, l'aspect qui m'a le plus séduit. Si on met à côté, justement, comme je vous ai dit au début, la taille des figurines. Je trouve ça très très appréciable de jouer avec des figurines de concours, vous me l'enlèverez pas. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais jouer avec des figurines de concours, voilà, c'est juste trop bien. Et surtout pour le prix qu'elle coûte en plus, parce que si on remet à l'échelle, hein, on regardait des caisses ce matin, on regardait les prix des figurines, bon voilà. Et pourtant c'est une toute petite boîte, hein. Concrètement ils sont 3. Ils sont 3 et ils font tout, c'est des fous furieux. Enfin bref. Ensuite, quel ordre on va choisir pour vous présenter d'autres jeux? Je vous présente pas l'ordre, tout ça, hein. Allez voir sur la page de TGCM, hein, ils ont un YouTube, ils ont un site, ils ont plein de trucs. Allez lire, c'est très intéressant. En plus, si vous aimez le lore, Manu nous a fait le plaisir d'écrire un roman. Il en est même au 2e tome de ce roman sur l'univers du jeu. Donc c'est cool, vous avez un peu de lecture. On va pas faire dans l'ordre, on va faire dans ceux que je vous parle le plus, comme ça on passe par les plus connus. Donc je vous parle souvent de Mars Code Aurora. En plus c'est bien, on va pouvoir parler de 3 jeux en 1. Même si je joue pour le moment qu'à un seul concrètement. Mars Code Aurora, c'est parti. Donc Mars Code Aurora, je vous en ai parlé 1000 fois, vous m'avez vu faire les conversions dessus. Mais bon, si on sait jamais, si vous venez de débarquer sur la chaîne, comme ça je vous fais une petite présentation. Donc Mars Code Aurora, c'est un jeu SF, donc science-fiction, mais agnostique. Donc ça veut dire quoi agnostique? Un jeu de figurines agnostique, c'est un jeu de figurines où on joue avec les figurines que l'on veut. Du moment qu'ils intègrent l'univers et qu'ils sont plutôt cohérents avec le profil que l'on joue, on n'a pas de gamme de figurines associées au jeu. C'est vraiment l'éditeur ne vous vend que des règles. Déjà,
Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme fond qui est un peu plus sympa? Une galerie, voilà, ça va être cool, une galerie. Donc vous voyez là, on va pouvoir se faire le plaisir d'avoir vraiment des figurines qu'on veut et du coup pouvoir développer les univers qu'on veut. Donc ça, c'est un des aspects d'ailleurs qui m'a séduit. C'est même le premier aspect qui m'a séduit dans Mars Code Aurora. C'est vraiment cette possibilité de libérer mon imaginaire créatif, hein, tout bêtement. Ah, là, il y a une figurine de Warband, c'est un jeu que je vous parlerai juste après. Mais bon, vous voyez là, il y a du Warband, ça c'est du Star Wars. Clairement, ça a l'air d'être un Space Marine. Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui viennent de plusieurs gammes. Ça vient de Space Marine. Vraiment, vraiment, on peut se faire plaisir. Les gorilles sont vraiment trop cool. On va rester sur celle-là. Je trouve les couleurs très très belles. Donc, ça, bon voilà, quand même une particularité quand même importante, hein, le fait que ce soit agnostique et que vraiment le jeu soit axé et construit de manière à ce que vous puissiez vraiment vous amuser à jouer un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple les factions que l'on joue, avec les profils que l'on joue dans ce jeu, sont vraiment plus conçus comme des archétypes, même si il y a été inventé un peu d'histoire, de lore, de background sur des factions. Ça représente plutôt, comment dire, un groupe qui pourrait appartenir à cet archétype et qui est dans l'histoire de Masque de Roi. Mais ça n'empêche que la faction en elle-même que vous jouez, elle peut parler d'un autre groupe totalement. Et vous pouvez vraiment prendre à contre-pied les idées reçues et vous amuser à faire des trucs assez foufous. Donc voilà, il y a déjà moi je pense que c'est déjà un gros côté qu'il faut mettre en avant sur la particularité de Masque de Roi. Maintenant, en termes de jeu, il y a plusieurs originalités. Je pense que la plus grosse, et c'est une aussi que j'apprécie beaucoup, parce que moi justement, si je suis multijeu, c'est pas juste pour dire de jouer à plein de jeux, hein, c'est parce que je recherche une certaine diversité dans mes activités ludiques. J'aime bien faire des choses différentes, en fait, tout simplement. Donc c'est pas pour jouer 15 fois au même jeu. Et donc Mars Code Aurora, il a une grosse particularité, c'est que, alors la plupart des jeux que je vais vous parler, notamment Carnage, juste avant, ce sont des jeux d'escarmouche. Et donc, ce sont des jeux souvent qui utilisent l'activation alternée. L'activation alternée, c'est quoi? C'est je joue une figurine, l'autre joue une figurine, je joue une figurine, et ainsi de suite, et on se renvoie la balle. Et c'est la méthode la plus répandue dans la plupart des jeux. Mais là, non. Du coup, on va faire différemment, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu de cartes, où il y a des cartes qui vont indiquer le joueur 1, il y a des cartes qui vont indiquer le joueur 2, on va mélanger tout ça. Et on va tirer, et c'est ça qui va indiquer si on joue nos figurines ou pas. Et à ça va s'ajouter une autre mécanique d'esprit assez intéressante, c'est que dans Masque d'Aurora, il y a, pour appeler ça, 2 PNJ. C'est des drones en fait qui sont au milieu de l'ère de jeu et qui vont venir un peu nous embêter, nous empêcher de tirer, nous empêcher de faire des trucs. Ils sont relous quoi. Mais du coup, ces 2 PNJ ont 3 cartes dans le deck de cartes qui nous permet d'activer nos figurines. Et ces 3 cartes, bah, une fois qu'on les a tirées, ça met fin au tour. Donc ça veut dire que vous n'êtes même pas assuré, lors d'un tour, de jouer toutes vos figurines. Et là, bah, ça paraît tout con, mais en fait, en termes de mécanique d'esprit, on réfléchit plus du tout de la même façon. Alors moi, j'ai tendance, c'est comme ça, hein, c'est ma strat et tout, mais j'ai tendance à planifier un peu tout, et à essayer de calculer et imaginer ce que l'adversaire peut faire, accepter de lui donner un petit peu, de faire un bait, et tu vois, je calcule tous mes personnages, lui il va faire ça, du coup lui il va pouvoir faire ça, et ça, et ça, et ça. Et je planifie, voilà, je suis un peu un planificateur hein, sur mes parties. Je planifie 1 ou 2 tours en avance, généralement en plus. Voilà, pour moi c'est ça la stratégie classique, hein. Mais du coup, avec Mars Code Aurora, je peux pas faire ça. Parce que bah, je sais pas si je vais les jouer ces figurines. Alors, il y en a, ils m'ont dit, en plus, ça rajoute le fait que ça se trouve, ton adversaire, il va jouer 3 figurines d'un coup. Et ça, limite, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de planifier. Je peux le mettre dans le calcul. Mais le fait que je vais pas toutes les jouer, bah, du coup, tu envisages l'urgence autrement. Il y a des choses qu'il faut vraiment que tu fasses. Et donc, du coup, tu vas les faire parce que tu peux pas te dire, bon, bah, ok, je sécurise et après, je jouerai lui qui fera l'objectif ou je ne sais quoi. Non, là, ça se trouve, lui, tu vas pas le jouer. Donc, tu vas vraiment réfléchir ta façon de jouer autrement. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important qui peut te déplaire. Joue hors, tu verras, c'est plus facile de tout jouer. Bah, je t'avoue que moi, j'ai joué, là, quand je suis allé au French Wargame Café, j'ai joué Violence. Et le pouvoir de dire non, tu joues pas, c'est moi. Tu peux faire des retournements de situation. Genre, à la fin, bon, j'étais en PLS et j'ai bien perdu, mais j'étais en PLS et genre, c'était un petit peu, c'est maintenant ou jamais que je fais un coup d'éclat et ça a marché. Donc j'étais en mode, ok,
Dès ma première carte qui est tirée, je joue. Après la prochaine carte qui est tirée, je m'en fous quel adversaire c'est, il faut que je lui vole le tour pour pouvoir faire ça. C'était mon truc, tu vois? Et je tire une carte, je joue. Il me restait 3 figurines. Je tire une carte, je joue. Je tire une carte, je joue. Et ça tire la carte d'un adversaire et je lui dis: «Je te pique ton tour». Et là, du coup, j'ai fait mon éclat. J'ai mes 3 figurines, qui ont pu jouer en même temps. J'ai pu organiser mon coup et ça a fait un retournement de situation qui était excellent. Enfin, on s'est éclaté. Mais du coup, c'est un truc, je sais, ça peut déplaire aussi parce que le côté aléatoire, il y en a qui sont un peu frileux avec ça. Heu, il y a plein de façons de lisser l'aléatoire. En fait, moi, je veux dire, soyez pas enfin, si vous n'aimez pas l'aléatoire, déjà jouez aux échecs. On va commencer par là. Parce que, bah, le jeu de figurines, en règle générale, voilà, tu lances des dés, tu tires des cartes, donc bon, bref, si tu as un problème avec l'aléatoire, tu vas forcément vivre des frustrations et personne n'aime vivre des frustrations. Je ne vous enjoins pas à vivre des frustrations. Par contre, ben, jouez des factions qui vous permettent, bah, par exemple Ordre, hein, mais qui vous permettent, voilà, d'un peu mieux, comment dire, lisser votre chance. Comme un Carnage, essayez de jouer plus élite et d'avoir, au lieu de tirer un dé, vous en tirez 3. Parce que voilà, vous allez utiliser des mécaniques qui vous permettent de lisser votre chance, d'avoir des systèmes de relance, des choses comme ça. Mais en soi, voilà, oui, il y a de l'aléatoire, mais oui, ça se gère, et oui, c'est comme dans les autres jeux, et finalement, c'est pas beaucoup plus aléatoire que le fait de tirer un dé et de faire des. Parce que mathématiquement, encore une fois, on en parlait pour défendre le système de cartes de Arena face à un système de dés. Bah, il y a un argument de poids, hein, c'est que les dés, mathématiquement, il est possible de faire des 1 toute ta partie. C'est rien d'impossible à ce que ça arrive. Donc du coup, si on a un problème avec le hasard, un peu foutu quoi. Oui, une équipe de 7 goons niveau 3. Ouais, bah 7 goons, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, parce que fais une équipe de carnes niveau 3, je te garantis que t'as pas cette figurine sur la table, hein. Bah là, t'as vu au tournoi, je jouais Guilde Noire, bon, je peine à avoir 5 figurines. Et nous ne parlerons pas de nos amis Kerops, même si maintenant ça commence à arriver à faire des listes un peu populeuses. Enfin bref. En attendant, là, j'ai remarqué un truc, d'ailleurs, j'en parle pour le hasard, pour la pioche et tout, et pour ceux qui jouent à Mars Code Aurora. On a joué contre un. Donc moi, j'étais vraiment en sous-effectif, mais c'est de ma faute, hein. Ma liste n'était pas opti. Ma liste, si vous voulez, c'était une liste qui était faite pour des initiations à la base. Et les initiations, je les faisais pour des parties en 15 points, en version Blitz, parce que ça va plus vite. Une version Blitz, c'est une version allégée de Mars Code Aurora, que vous pouvez trouver gratuitement d'ailleurs sur Internet, si vous voulez la jouer. Mais il vous faudra quand même le livre de base. Mais du coup, bah, pas le temps de faire d'autres figurines ou d'opti la liste, tu vois? J'ai juste rajouté le blindé, puis après j'ai mis de l'équipement et tout. Mais du coup, ça faisait que j'étais en sous-effectif. On était 7, je crois, alors que mon adversaire, il y en a un, il en avait 9 et l'autre, il avait 12 figurines. Et donc, on a remarqué un truc, c'est que, bah, mine de rien, quand tu as 12 cartes dans la pioche et que ton adversaire n'en a que 7, statistiquement, tu as quand même plus de chances de tirer tes cartes. Voilà, c'est con, mais c'est vrai. Par contre, il est vrai que moi, ça m'est pas ou peut arriver de pas jouer trop de mes figurines, alors que ben, le joueur qui jouait plus de Trescence, qui avait 12 figurines, il a eu un tour où il n'a joué que la moitié de ses effectifs. C'est un risque à prendre aussi. À prendre en compte. Un style de jeu, encore une fois. Mais donc voilà, moi c'est un truc vraiment qui me tient à cœur dans Mars Code Aurora, parce que je trouve que c'est vraiment une mécanique qui change beaucoup de choses et qui est très rafraîchissante. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça vous permet ouais, si vous êtes déjà amateur de jeux de figurines et que... Alors voilà, si vous êtes amateur de jeux de figurines et de jeux de stratégie, ça va vous plaire pour vous rafraîchir un peu votre façon de jouer, c'est super intéressant. Et par contre, un autre aspect de Mars Code Aurora, si vous n'êtes pas trop joueur de figurines, que vous vous y mettez à peine et que vous connaissez pas trop l'univers, pas trop, hein, vous ne vous sentez pas trop l'âme d'un grand stratège, vous voulez démarrer en douceur, et ben Mars Code Aurora c'est très bien aussi. Parce qu'il a un système qui est, ma foi, plutôt léger, je trouve, en termes de règles. Il n'y a pas 1000 règles SP, machin et tout. Comment dire? Je vais pas dire que c'est simpliste, hein, pas du tout. Mais on intègre très vite les règles de base. C'est assez facile d'intégrer les règles. Il y a plein de petites choses qui font que c'est très facile d'intégrer les règles. Je vais prendre un truc tout bête, mais quasiment toutes les figurines ont la même distance de mouvement. Du coup, on intègre vite les distances de mouvement. Quand on tire les dés, c'est du 50-50. On va pas réfléchir à des modificateurs à la con, des machins, des plus, des caracs. Voilà, t'as fait. Genre, t'as utilisé des dés de 6, t'as fait 4+, t'as fait 4+, et ce sera la même pour toute chose, pour tout le monde. Pareil pour les points de vie, que vous ayez un gros bestiau ou un petit bestiau, ce qui va changer, c'est sa résistance au coup.
mais il aura toujours 6 points de vie. Et il y a plein de trucs comme ça où c'est toujours comme ça et toujours très simple, qui rend le jeu super fluide. Et pour l'apprentissage du jeu de figurines, moi je trouve que c'est un bon jeu. Il y en a qui diront peut-être le contraire, mais moi je trouve que c'est un bon jeu. Et pour avoir fait les démos à Octogone et à Hammer Time, franchement, en 2 tours de jeu, mes visiteurs, ils étaient, enfin les joueurs étaient quasiment autonomes, hein. Quasiment, il y avait des petits trucs et tout, puis il y a des choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse. Mais je pense que c'est un très bon jeu pour débuter, mais je pense aussi du coup que c'est un très bon jeu aussi pour les gros joueurs parce que ben il offre un truc assez rafraîchissant dans la manière de jouer. Voilà, notamment avec cette mécanique de drone qui est très originale et cette mécanique de carte. Et, donc d'activation alternée aléatoire, on pourrait appeler ça comme ça. Puis après pour le côté hobby, comme je vous ai dit, là c'est vraiment la libération créative. Voilà, ça c'est pour les grosses particularités de Mask Dora. Comme je l'ai dit, je ne vais pas aller dans le fond de tout. On aura l'occasion d'en reparler en plus parce que j'en parle souvent de toute façon. On pointe juste du doigt ce qui est intéressant et différent dans ces jeux-là et aussi ce qui peut déplaire. Donc là, bon, ben, comme j'ai dit, ce qui peut déplaire, je pense que c'est le côté aléatoire justement de la pioche qui, moi, me plaît énormément. Ce qui peut déplaire peut-être, bah, justement, ce côté fluide, un peu simple, qui peut paraître simple. Peut-être que certaines personnes ne vont pas apprécier ce style de jeu-là, ils aiment bien les grosses machines à gaz. Dans ce cas, je vous oriente plus sur Carnage, où là, vous allez avoir de quoi réfléchir toutes les nuits à comment vous pouvez optimiser votre liste, parce que c'est vraiment une super boîte à outils de création de liste. Ça, c'est très intéressant pour ce côté-là. Et qu'est-ce qui peut pas vous plaire aussi? Il y a un truc qui est possible, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour Carnage, mais ça vaudra pour tous les jeux, en fait. Et ben, le style, en fait. Donc là, on vend pas de gamme, donc vous pouvez pas dire que vous n'aimez pas les figurines, vous pouvez jouer celle que vous voulez. Mais vous pouvez dire j'aime pas la SF. Et ben ça tombe bien, parce qu'en ce moment, elle est en train d'être fait et les règles sont gratuites, du moins les règles ajoutées, parce qu'il faut quand même le corps de règles de Mask Dora, mais sont gratuites sur Internet, de Cogs, qui est sa version steampunk et qui est facilement transposable en Medfan. Et vu qu'on bourre le mou à Minus depuis longtemps, qu'on veut du Medfan, possiblement qu'il y aurait un jour du Medfan avec ce système-là, vu qu'il dérive et tout, il y a pas de raison. Enfin, pourquoi pas, tu vois, c'est totalement envisageable. Et puis en jeu agnostique qui est aussi en cours de création, il y a Elemental, qui est un jeu agnostique mais médiéval fantastique. Donc à voir ce que les deux jeux proposeront. Elemental, vous allez plus vous retrouver sur le côté un peu, ben, c'est l'ancien créateur de Alchemy. Vous allez retrouver quand même des choses. Et donc voilà, il y a des choses encore qui existent si vous voulez jouer à de l'agnostique. Mais bon, je reviens sur Cogs. Cogs a l'avantage, et donc c'est l'avantage aussi de Mars, et du coup ce sera l'avantage de Red Button Nation, qui se passe dans un univers post-apo, c'est qu'ils ont le même corps de règles. Donc si vous savez jouer à un jeu, vous serez vraiment pas perdu à vous mettre à l'autre. Ils ont des différences qui font qu'ils sont sympathiques à jouer l'un ou l'autre. Il n'y a pas que l'aspect graphique, esthétique, univers qui diffère de ces univers. Il y a, enfin de ces jeux. Il y a aussi quelques aspects de règles, mais ça reste en soi, tu sens que c'est le même cœur de règles, en fait, si vous voulez. Il y a un tour qui change un peu, c'est le même cœur de règles. Par exemple, Cogs, pour faire la différence des deux, Cogs va amener une mécanique de ressources qui vont vous permettre bah, justement de lisser la chance en relançant des dés, d'essayer de sauver vos personnages sur un point de vie, tout ça. Il y a ce petite ressource à gérer en plus qui n'existe pas dans Mask d'Aurora. Par exemple, Cogs va avoir plus un attrait sur le corps à corps, hein. Les tirs vont être plus compliqués, alors que Mask d'Aurora, les tirs vont être très très létals. Va y avoir dans Cogs une grosse différence aussi, c'est ben, les drones, c'est des anomalies maintenant, et c'est vrai qu'il y a des factions qui ont un peu plus de mainmise sur les drones que ce qu'il y a actuellement dans Mask d'Aurora. Après, ça peut peut-être changer à l'avenir, mais pour le moment, c'est le cas. Un petit point aussi que je mets qui plaisait aux gens, c'est vrai que moi je me l'ai pas trop utilisé, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans les points qui font que je joue à ce jeu. Mais c'est vrai que je comprends que ça séduit. Il y a une règle pour les règles qui n'existent pas. Je m'explique. Il y a une règle narrative, en fait, si vous voulez, dès que vous voulez faire une action qui n'est pas comprise dans les règles, par exemple, je sais pas, utiliser une grue pour aller mettre un coup à l'autre, parce que le décor le permet, parce que la narration le permet, parce que vous trouvez ça cool, ben, il y a une règle qui vous permet voilà, de pouvoir accepter ou pas ces choses-là avec votre adversaire, de pouvoir gérer ce genre de situation. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que ça peut rajouter un petit côté narratif un peu cool au jeu.
Et pour ceux qui aiment la campagne, du coup, il y a un supplément qui est sorti sur Masque d'Aurora, qui est une succession de scénarios qui ont une influence les uns sur les autres. Donc voilà, c'est une mini campagne en fait, tout simplement. Même si c'est scénaristiquement qu'il y a une influence, il n'y a pas ce côté, comme je vous parlais dans Necromunda, de gestion et de développement de team, mais peut-être que ça arrivera à l'avenir dans Masque d'Aurora. On est à l'abri de rien, Minus a une idée toutes les 30 secondes. Il a la même maladie que moi. Donc voilà, donc jouez-y et jouez à Cogs, c'est super. Sur quel autre jeu on va passer maintenant? Du coup, si vous voulez voir un truc sur Mars Code Aurora, pour aller un peu plus loin, ou sur Cogs d'ailleurs, Mars Code Aurora Grégoric, allez sur la chaîne de Grégoric sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, j'en parle aussi souvent. Vous aurez les règles, une explication de Mars Code Aurora. Et Grégoric, c'est aussi celui qui écrit les règles de Cogs. Donc, du coup, pareil, si vous voulez des informations sur Cogs, ce sera sur sa chaîne que vous trouverez les deux. Donc je pense que c'est la meilleure chaîne pour aller voir un petit peu, trouver un peu d'infos sur Mars Code Aurora. À quoi je joue? J'ai parlé d'Alchemy. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Alchemy. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Alchemy, du coup je m'y suis remis et maintenant c'est la V2. Donc du coup j'ai réappris les règles en tournoi, donc je me suis pris une branlée phénoménale, hein. Mais c'était que du plaisir, que du plaisir. Donc Alchemy, pareil, jeu français, Mars Code Aurora c'était aussi un jeu français. Alchemy, pareil, si vous voulez découvrir Alchemy plus en profondeur que ce que je vais vous parler, c'est tout simple, vous tapez Alchemy sur YouTube et ils ont leur propre chaîne qui est très pédagogique, ils expliquent plein de trucs sur les règles et tout ça. Voilà, Alchemy the Game, avec Nico, généralement, qui fait les vidéos, et il vous parle des nouvelles sorties, il vous donne des conseils stratégiques, il reprend règle par règle, c'est très 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 bien fait. C'est très très fourni. Donc si vous voulez aller creuser un peu plus, n'hésitez pas à aller là-bas. Donc Alchemy. Alors Alchemy, déjà, le premier truc qui m'avait fait craquer, c'est la boîte de démarrage de joueurs. On en parlait ce matin, mais je trouve ça très très malin, ce genre de boîte de démarrage. Vous allez avoir l'équivalent pour Carnevale, c'est-à-dire que vous avez une boîte qui a un tapis de jeu, qui a 2 équipes pour jouer, qui a ton livre de règles normal, et des petits, enfin tout le matos qu'il faut, et des petits décors carton. Et mine de rien, c'est cool pour commencer à jouer. Vraiment, je parle aux débutants là, qui commencent, qui n'ont pas envie d'investir dans 1000 décors et tout, mais qui ont envie de sortir leurs figurines, de les coller un peu, et puis de jouer, quoi. Puis let's go, on essaye. Au lieu de jouer avec des canettes, putain, c'est tellement agréable d'avoir une proposition comme ça. Alors ok, vous allez vite arrêter de jouer avec ces décors en carton et mettre des vrais décors, parce que c'est mieux. Mais pour commencer, putain, ça sauve la vie, c'est génial. Franchement, ça fait une toute autre expérience. Donc déjà, gros GG pour la boîte qui est pas très chère, hein. Je crois que c'est 70 €, un truc comme ça, j'avais payé. Pour une boîte de joueurs, c'est cool, hein. C'est vraiment un bon tarot pour entrer dans le game. Donc Alchemy. Une des grosses particularités pour moi d'Alchemy, c'est son univers. Je trouve qu'il sort un peu du lot. Et moi, à titre personnel, c'est un truc que je trouve très agréable. Maintenant, Alchemy, pareil, il y a une simplicité, une fluidité dans le cœur de gameplay. C'est-à-dire que les règles de base, vous allez assez vite les intégrer. C'est pas 1000 règles complexes, tout ça. Par exemple, il n'y a pas de modification réelle de profil de figurines que vous allez utiliser. Ils ont chacun leur carte. Tout est écrit dessus, c'est très clair, hop, on y va. Donc ça, c'est assez cool pour l'apprentissage des règles, je trouve. Après, par contre, il y a une vraie complexité, hein, par contre, dans la maîtrise de ces règles. C'est pas parce que je dis que les règles sont simples à chaque fois, comme je parlais de Mars Code Aurora juste avant, que le jeu est simple, hein. Le jeu demande une certaine maîtrise pour être bon. Mais là, quand je parle de simplicité, je vais vous parler à chaque fois de simplicité pour l'apprentissage du jeu en tant que première partie, tout ça, avec vos copains. Je trouve que le jeu est accessible à ce niveau-là. Maintenant, à la maîtrise, ça c'est autre chose, hein. Les peignets que je me suis pris au tournoi m'indiquent bien qu'il y a une différence entre un mec qui apprend à jouer en tournoi et un mec qui joue depuis des années. Il n'y a pas de questions à se poser. Voilà, il y a une maîtrise du jeu à avoir, c'est sûr. Après, il y a une petite particularité qui fait le charme d'Alchemy, parce qu'il faut se rappeler quand même que Alchemy est un jeu qui a 12 ans, hein. C'est pas rien, 12 ans. Donc, assez en avance sur certaines règles, je trouve, hein, et notamment sur le système de points de vie. En fait, dans Alchemy, bon, il y a des dés propriétaires. Certains n'aimeront pas cet aspect-là. Ouais, je trouve ça pas dérangeant, surtout quand tu as une boîte de démarrage à 70 € seulement, ça va, quoi. On peut accepter
d'avoir des dés propriétaires, surtout que tu peux les acheter autrement, hein. Puis tu peux aussi assez facilement faire l'équivalent avec des dés de 6. C'est pas vraiment un problème. Et donc, du coup, ils ont des points de vie, les gens. Et vous voyez, il y a un niveau. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. Il y a un niveau blanc, un niveau jaune et un niveau rouge. Et en fait, c'est sa dégradation de santé, si vous voulez. Et donc, du coup, quand vous allez être en niveau blanc, vous allez tirer des dés blancs qui ont des meilleurs résultats en règle générale. Quand vous allez arriver au niveau jaune, vous allez tirer des dés jaunes qui ont un moins bon résultat, un moins bon ratio de résultats. Bah, par exemple, là, vous le voyez, les dés blancs ont un 6, alors que la maximale des jaunes, c'est un 5, et la maximale des rouges, de mémoire, c'est un 4. Et donc, quand vous aurez des dés rouges, vous aurez encore plus des dés de merde. Donc, il y a en fait ce petit côté, ben, plus je me fais blesser, plus je suis pourri. Et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y a la table des dégâts. Donc ça, c'est les dégâts que vous allez faire à votre adversaire. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est en fonction des symboles qui vont apparaître sur vos dés, parce que le numéro indiqué par le dé n'a pas forcément le même symbole. Vous voyez, par exemple, là, le 1 a une hache, alors que là, c'est un 4. Il y a une hache. Et en fonction des symboles que vous allez pouvoir jeter, ça va faire plus ou moins de dégâts. Donc généralement, quand on va sur la droite, ça fait plus de dégâts, mais justement, il va y avoir des profils qui vont s'amuser à avoir des dégâts qui sont mieux sur des petits chiffres, et vous allez avoir toute une mécanique qui va vous permettre de faire exprès, de diminuer un peu votre puissance, mais en fait d'augmenter vos dégâts. Enfin bref, il y a plein de petits jeux comme ça. Pareil, c'est pas lourd. Vous voyez que les cartes, là, par exemple, lui, il a 2 compétences. Et voilà, il a 2 compétences. Il y aura rarement 20 000 compétences sur une carte, hein. Généralement, c'est 2 compétences. C'est simple sur ça. Une particularité encore d'Alchemy, on ne prémesure pas à Alchemy. Ça, c'est un truc très drôle. Alors, je sais pas dans la V2, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était ça. On ne prémesure pas dans Alchemy. Donc, par exemple, quand on dit je vais tirer sur lui, on dit ben je pense qu'il est à je sais pas, 20 pouces. Ah, d'ailleurs, particularité sur MCA, ça se compte en centimètres. C'est assez rare parce que souvent c'est pouces. Et Carnage, ils ont leur propre mesure qui se base sur une unité de mesure de 4 centimètres. Donc un socle. Parce que la moyenne des petits socles, c'est 40 mm. Alors, donc on compte, et par exemple, je vais dire, bah, il est à 20 pouces, et si j'avais raison, je vais faire un tir qui est plus puissant que si j'avais tort. Et donc il y a ce petit côté un peu apprendre à connaître les distances, tenter du truc. Je trouve ça assez sympa, on ne prémesure pas, on peut dire qu'on va charger quelqu'un, puis se rendre compte que finalement on était trop loin. Enfin, c'est assez sympa. Et c'est là aussi que tu vois, bah, du coup, le mec qui maîtrise le jeu et qui a l'habitude d'y jouer, et celui qui ne le maîtrise pas, parce qu'il y a aussi la maîtrise des distances. Alchemy, ça se joue sur un 60 par 60. Et encore une fois, comme je vous ai dit, moi j'apprécie les petites tables. J'aime bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais par contre, vous voyez, Mars Code Aurora, juste avant, se joue principalement sur les 90 par 90. Et j'ai déjà joué sur du 60 par 60 parce que c'est le format Blitz. Et je trouve que le jeu s'exprime quand même dans son entièreté mieux sur le 90 par 90. Le Blitz, c'est vraiment une version qui est cool, mais qui est vraiment dans l'idée de faire une partie rapide. Si vous voulez vraiment exploiter le plein potentiel du jeu, je vous conseille quand même de jouer sur un 90 par 90. Et là, bon, Alchemy, pas de question, c'est du 60 par 60. Un des points forts, je dirais pas que c'est une particularité, je dirais que c'est un point fort. Je trouve que les scénarios d'Alchemy sont très très bons. Ils ont beaucoup de recueils de scénarios, ils ont plein de scénarios, et je trouve que leurs scénarios sont de très bons scénarios de jeu et de compétition. Donc ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup chez Alchemy. Et puis voilà, moi, je trouve qu'en termes de particularité, ça fait déjà beaucoup de particularités. Il y a vraiment déjà une identité à ce jeu. Ah, j'avais oublié de parler, petite parenthèse Alchemy, un gros truc que les gens aiment bien, qui est tout petit, mais qui est beaucoup en même temps, c'est quand vous attaquez, il y a un système de pierre, feuille, papier, ciseaux dans Alchemy. Et donc il y a une petite notion de bluff en fait, parce que bah, forcément l'attaque rapide va être plus avantageuse sur l'attaque puissante, etc. Donc tu sais pas qu'est-ce que va jouer l'autre, mais en fonction de son personnage, tu te dis ouais non mais lui il va carrément jouer ça parce que c'est quand même mieux pour son personnage. Donc du coup lui peut-être que haha il bluffe et en fait il te fait croire qu'il va faire ça, mais du coup il va jouer autre chose qui n'est pas avantageux pour lui, mais comme il savait que t'allais essayer de le bluffer en pierre, feuille, papier, ciseaux, bah paf, il t'a niqué. Et en fait bah non, parce que tu l'avais mindbrain, parce que tu savais, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et encore une fois, c'est un jeu français, donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire la petite anecdote, comme ça vous pourrez briller en société. Et donc, Alchemy a été inventé il y a 12 ans par Joss, et pour des raisons, voilà, le jeu a sombré, le jeu s'est arrêté, mais la communauté de fans, et notamment dont Nico en fait partie, que vous verrez tout le temps sur les vidéos, Nico Leblond, ou criait très fort Alchemy pendant les conventions,
et ben, ils se sont organisés et ils ont, racheté le jeu, remis le jeu en état et ils l'entretiennent depuis. Donc c'est tous des mecs qui ont un job à côté, hein, c'est pas leur boulot, hein. Mais voilà, ils entretiennent le jeu, ils le font vivre depuis déjà plusieurs années et ils le font même évoluer au point que maintenant il y a une V2 et tout ça. Donc moi je trouve que c'est une assez belle histoire, de communauté, mine de rien. Il y a des communautés qui continuent à jouer à des jeux, qui ne sont plus alimentés, mais eux, ils ont continué à faire, pour moi, vraiment vivre le jeu. C'est pas survivre le jeu. C'est vraiment le jeu continue à évoluer, continue à avoir des sorties, les figurines s'améliorent. Voilà, c'est cool. Le jeu ils ont refusé que le jeu meure et ils ont eu bien raison. Donc voilà, c'était pour Alchemy. Donc pour le moment, on fait de la full français. Donc est-ce qu'on va changer un peu? Ouais, on va changer un peu. On va aller sur sur du Carnival, c'est le jeu du moment avec les copains en ce moment. Carnivalet. J'ai écrit ça comme de la merde? Oui. Carnivalet à TT Combat. Où c'est que j'ai fait la faute d'orthographe? Le Carnivalet, voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Donc Carnivalet de chez TT Combat. Alors là j'ai mis le site, j'ai mis lequel? J'ai mis le site d'achat. On va bien vous mettre le... Il y a un autre site de Carnivalet qui est pas mal. Carnivalet, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si je mets juste Carnivalet, ça marche? Wiki. Carnivalet, comment on dit quand on... Tu sais, les logiciels qui font des listes? List Builder? Yes. Petite particularité, on va commencer direct par une particularité de Carnivalet. Donc pareil, Carnivalet, pareil, je dis pareil en pensant à Alchemy, Carnivalet c'est un jeu qui est mort à un moment donné, mais qui a été racheté et remis et ressuscité par l'entreprise anglaise TT Combat, qui fait plein de figurines assez particulières et qui fait des jeux assez particuliers. On en parlera d'un auquel je ne joue pas, mais voilà, je pense que ça mérite qu'on passe un petit tour tout à l'heure. Mais pour le moment, Carnivalet. Le mieux que je vous montre, c'est la guilde, je pense que c'est la plus parlante. Et on va se prendre un petit assassin du Rialto, un truc comme ça. Ou un Capodessina, allez, Capodessina, voilà. Donc vous avez compris, ça se passe à Venise. Incroyable. Carnivalet, donc du coup, ouais, c'est un jeu qui était mort et qui a été racheté et remis en vie par TT Combat et du coup qui est suivi. Maintenant, il y a des nouvelles sorties et tout. Ils ont enfin rattrapé ce qui existait déjà du jeu. Ils ont refait les figurines à neuf, parce qu'ils étaient un peu old school à l'époque. Et encore une fois, voilà, c'est un jeu que j'apprécie déjà par sa fraîcheur d'univers. C'est très très cool de jouer à Venise. Alors vous jouez dans une Venise un peu capée d'épée, mais en même temps médiévale fantastique. Il y a des vampires, des créatures un peu Lovecraftiennes, mais le Vatican en mode gros templier énervé, des nobles avec peu de vertu, des voleurs et des assassins du Rialto avec des masques vénitiens. Enfin voilà, bref. Des docteurs fous des docteurs de la peste qui font des expérimentations sur les crocodiles, enfin bref. Ça part un peu en cacahuète et c'est vraiment très cool, ça nous offre la possibilité d'avoir des figurines un peu what the fuck comme vous pouvez le voir là. Alors ne vous fiez pas, alors c'est mon avis perso, hein, mais ne vous fiez pas trop à la qualité de la peinture de TT Combat parce que je trouve ça assez décevant et que quand on a les figurines en main, elles sont quand même vachement mieux. Voilà, c'est mon ressenti personnel pour les avoir eu une bonne partie en main parce que moi je joue quasiment full proxy, je dois l'admettre, mais j'ai mon copain Arnaud qui joue à full gamme, donc qui les achète à chaque fois et franchement elles sont cool, elles sont très très cool les figurines et elles sont monobloc à chaque fois en plus pour ceux qui aiment pas les 1001 pièces à monter. Coucou Doc Data, je te fais un petit résumé vite fait pour toi, je fais le tour des jeux auxquels je joue. Et je vais pas dans le détail des jeux, mais je vais dans les particularités de chacun des jeux. Et comme ça fera une bonne petite vidéo, je pense, pour faire un état des lieux un peu de plein de jeux qui existent. Et j'essaye de mettre les pour et les contre, pas dans le sens critique, mais plutôt dans le sens aider les gens à trouver un jeu qui leur plaît. Mais bon, comme tu te doutes, je joue à plein de petits jeux indés. Donc là, c'est encore une fois un jeu d'escarmouche qui a aussi pour gros avantage. Je sais pas si on en voit une là. On va aller sur TT Combat direct. Voilà.
un des trucs, c'est que TT Combat, c'est un vendeur de décors en MDMF, et donc du coup, vous pouvez vous faire une Venise complète de malade. Faudrait que je mette les photos sur Insta d'ailleurs, parce que j'ai mon pote qui les a fait. Après, il y a un Facebook Carnavalet France, hein, n'hésitez pas à aller voir, il y a des belles tables. Donc du coup, voilà, déjà jouer dans Venise, c'est complètement dingue. Particularité de Carnavalet. Alors Carnavalet, c'est un jeu, déjà, je trouve, qui est très très prompt à la cinématographie. C'est-à-dire que c'est vrai, comme je vous le disais, moi je suis un joueur assez stratégique, j'aime bien voilà, calculer mes coups, faire mes listes au petit, blablabla. Et Carnavalet, je sais pas pourquoi, la folie de la cape et de l'épée m'emporte, mais j'ai envie de faire des saltos, j'ai envie de faire des trucs un peu foufou, et je tente des machins, et ça marche bien dans Carnavalet. C'est vraiment très jouissif de faire ça. Et donc du coup, pour ceux qui aiment le narratif et avec un système de jeu assez léger, mais qui est assez permissif sur ça, je pense que Carnavalet c'est un très très bon système de jeu. Et aussi pour tous ceux qui sont saoulés complètement un peu comme moi, hein, des esthétiques assez classiques de l'orque face au nain, face à l'elfe qui boit pas d'hydromel. Enfin, voilà, c'est assez rafraîchissant. Je dois avouer que moi, ça m'a fait du bien de jouer dans un univers qui se permet autre chose. Voilà. Après, quelle autre particularité a vraiment Carnavalet à part ce côté un peu foufou? Il y a un petit truc assez intéressant sur le critique. Vous savez, généralement, quand on fait un jet critique, c'est quand on fait le plus haut score de son dé. Bon, Carnavalet, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble des dés que vous allez lancer, il y en a toujours un qui est d'une couleur différente des autres. Et c'est lui qui va définir si vous faites un critique ou un échec critique. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup moins assujetti au craquage. Et c'est intéressant, ça lisse un peu le truc, mais voilà. Je le dis parce que c'est une particularité, mais après, c'est pas le truc qui fait que j'y joue, hein. En vrai, ils auraient pas mis ce système-là, ça m'allait aussi. Moi, ce qui m'y fait jouer, c'est que justement, il a un système très simple, très fluide, mais très permissif sur le côté un peu cinématographique, un peu amusement, un peu, voilà. Bah, c'est un film de KPDP, on est là pour le cinéma, on saute entre les immeubles, on fait des bonds, on fait des trucs un peu foufou. Et ça, c'est assez cool, je dois avouer. Après, en termes de compétitivité, si je dois émettre une. Bah voilà, j'ai dit que j'émettais des critiques pour ceux que ça ne pourrait peut-être pas plaire et tout ça. Je trouve, et on trouve avec les copains, ça ne nous empêchera pas d'y jouer d'ailleurs, on va se lancer sur une campagne dessus qui va être assez cool. Ils ont déjà un livre qui propose une campagne, mais nous on va un peu faire ça à notre sauce. On va aller un peu plus loin dans le délire, je pense. Mais je pense qu'il n'est pas tout à fait équilibré. On a clairement réussi à trouver des listes qui explosaient d'autres listes. Il y a encore, on sent qu'il y a encore du mal. Mais donc pour du compétitif, mais par contre pour du narratif et du truc entre copains, il est tout à fait très très bien. Et puis justement, nous l'idée de la campagne, ça va plutôt être de se mettre des petits défis plus que de gagner un nombre de parties. Donc du coup, ça va être très très cool. Et même des fois, on va faire exprès de jouer des matchs déséquilibrés, ça va être assez fun. Mais par contre, ils ont fait un truc assez intéressant et intelligent. C'est-à-dire que quand vous achetez les figurines, vous n'avez pas le. Je crois que vous n'avez même pas les cartes de personnages avec. Mais en fait, vous avez ce liste builder accessible gratuitement sur Internet. Et en fait, ils le mettent à jour. Et donc, du coup, toutes les modifs et tout ça sont remises à jour directement sur les cartes des personnages que vous pouvez trouver sur le site. Donc, du coup, faut regarder un peu de temps en temps, parce que des fois, on a fait une liste et t'arrives, tu re-regardes et ah bah non, ça a changé. Mais bon, je trouve que c'est bien, mine de rien. Et puis, quand on parle de nouvelles technologies, plus d'anxiété, d'éco-anxiété de nos jours, c'est pas mal de faire finalement des modifs sur un site accessible gratuitement plutôt que de systématiquement réimprimer des cartes, non? Qu'en pensez-vous? Enfin bref. Et là, vous voyez, il y a plein de trucs en bas que moi je connaissais presque pas avant. Ils ont vraiment rajouté plein de trucs. Donc le jeu vit, le jeu évolue. Le jeu s'ajoute de plus en plus de trucs. Genre par exemple, là il y a des masques, des artefacts. Il faut que je regarde le livre de règles, savoir ce qu'il en est. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. On peut jouer avec des gros bateaux. Incroyable, ça c'est nouveau, c'est arrivé avec une nouvelle faction. Et un truc que je voulais vous montrer, ah oui, ça c'est un autre système qu'ils ont rajouté, c'est-à-dire qu'ils ont, pour vous dire à quel point il est flexible le jeu, ils n'ont pas fait comme la plupart des jeux que je vous ai montrés jusqu'à présent, où par exemple, je sais pas moi, Masque d'Aurora, ma liste elle a 25 points, la liste de mon adversaire elle a 25 points, point. Si t'as pas réussi à faire ta liste comme il faut, bon, tu joues à 24, 23 points, mais c'est tout. Il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là, il y a une limite, il y a une limite. Et ça, c'est le cas pour à peu près tous les jeux que je vais vous montrer. Là, ils te disent oui, si tu as envie, tu dépasses de 10, de 5, il n'y a pas de souci. Par contre, plus tu dépasses, plus tu donnes la possibilité à ton adversaire d'acheter des bonus. Et les bonus, ça peut être des cartes. Alors moi, je les ai pas lus, mais Arnaud, il me disait, par exemple, tu
Ça peut être une carte événement que tu peux jouer à n'importe quel moment qui dit ben le mec il a mangé des pâtes bolo avariées et puis il se sent pas bien, il vomit, il a pas le droit d'être activé ce tour-là. Et tu vois, donc tu prends le risque de lui donner quand même des sérieux bonus un peu énervés. Il y a une mécanique dans Carnevale que vous pouvez retrouver dans MCA, mais pas par exemple de quoi j'ai parlé juste avant. J'ai parlé de Carnage, vous ne retrouverez pas ça dans Carnage. Dans Alchemy, je sais plus. Mais il y a une mécanique d'objectifs secrets que vous pouvez avoir et donc qui vous permettra de gratter quelques points. Après, ça dépend, les scénarios qu'on joue, des fois les objectifs secrets ils sont tirés au hasard, des fois ils changent tour par tour. Je suis peut-être moins fan, mais par contre, moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait des objectifs secrets. Ça permet justement de pallier à des trucs de déséquilibre, je trouve. C'est une bonne méthode dans les jeux pour face aux scénarios qui sont déséquilibrés. Je m'explique. Dans un jeu où ben voilà, vous avez designé une équipe pour qu'elle puisse être bonne dans ci et dans ça, mais voilà, par design, votre équipe n'a aucune chance face à telle équipe dans tel scénario. Pas de bol, vous tombez sur cette équipe en face et vous avez ce scénario. Et ben, le fait que le jeu propose des mécaniques, donc je dis le jeu, je parle pas forcément de Carnevale là, je parle de n'importe quel jeu, mais qu'un jeu vous propose des mécaniques qui vous permettent justement de peaufiner votre façon de scorer grâce à des petites missions que vous gardez secrètes, ça va vous permettre justement de vous adapter à l'adversité qui vous fait face, de pas vous sentir totalement démuni et de quand même pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu. Et moi, je trouve que c'est une bonne mécanique, notamment Malifaux utilise ça. Et je pense que c'est une très très bonne mécanique. Donc voilà, je vais juste vous montrer peut-être une autre team que je trouve encore plus significative. Comment on revient? Ah, si vous voulez lire du lore, voilà, vous allez sur le Carnival, là, moi j'ai marqué list builder, j'ai trouvé sinon c'est carnivalgame.com tout simplement. Vous avez un peu de lore et tout qui vous explique, avec une vraie carte de Venise, si je dis pas de conneries. Ah non, elle est peut-être dans le livre de règles, la vraie carte de Venise. Du coup, moi j'avais lu, il y a tous les lieux dans le lore, et moi comme j'ai pas le livre de règles, j'avais lu et j'avais resitué sur la carte de Venise. Je suis allé plusieurs fois à Venise, et je m'étais amusé à resituer où c'était. Mais du coup, il y a la carte dans le jeu. Game Resource, non. Building, voilà. Si, je vais vous montrer juste les Gifted qui sont inspirés notamment de la Commedia dell'arte, avec des personnages théâtraux assez foufous. Et eux, c'est un peu les mercenaires. Normalement, on les joue plus, on les recrute dans cette team. Et dans le mode campagne, en plus, il n'est pas dit que vous le gardez pour la partie d'après. Donc c'est assez rigolo. Et ce qui est assez rigolo, un petit point que je dis, hein, c'est pas ce qui me pousse à jouer au jeu, mais c'est plein de petites idées comme ça qu'ils ont que je trouve assez rigolotes. C'est que, comme c'est pas une faction qui normalement est faite pour jouer une faction, c'est des individus qui peuvent pas se saquer entre eux, qui sont très individualistes. Donc normalement, ils sont recrutés en tant que mercenaires dans d'autres factions. Mais vous pouvez les jouer en tant que faction, parce qu'en soi, ils ont le même mot-clé, c'est une même faction. Mais du coup, dans ce jeu, il y a une règle qui fait que ben, les personnages alliés, enfin certains héros ont une règle qui fait que les personnages alliés euh, ont la même capacité que je dis pas de conneries, de mind que votre chef. Sauf que le problème chez les gifts, vu qu'ils sont pas unis et tout, bah le chef il a toujours une mind plus pourrie que les autres, donc on n'a pas envie que ce soit son chef. Du coup, ils ont trouvé une manière de te dire non, mais je voulais pas en faction, gros, c'est pas fait pour. Je trouve ça très très drôle. Et ils ont plein de trucs comme ça. Là, il y a une espèce de Geppetto, là, il est où là? Il y a Geppetto, il y a plein de trucs, il y a plein de références au cinéma, à la culture italienne et vénitienne qui sont vraiment très très cool. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment on abandonne la map? Je ne sais pas. Je sais le faire sur téléphone. Ah, comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Juste un pour rigoler. Voilà, ceux-là. Il y a des mecs sur des autruches. Non, mais moi, je veux dire, à partir de là, si ça vous convainc pas de jouer à ce jeu, il y a des mecs sur des autruches. Merde. Voilà, les Puccinelles, là. Si ça vous convainc pas de jouer à ce jeu, de jouer à des putains de Puccinelles, là. Donc voilà, ça c'était pour Carnevale. Donc c'est un jeu que bah, vous aurez des nouvelles de mon côté parce qu'on va y jouer avec les copains. Donc je pense que je vous ferai des photos des figurines, tout ça, tout ça, tout ça. Puis je vous ferai un petit peu retour sur ce que j'ai pensé du jeu, sur la campagne, sur le long terme et tout, on verra. T'as essayé Conquest? Non, je n'aime pas essayer Conquest et je n'essayerai pas Conquest. Enfin, j'essaierai pas. Si on me prête une armée, j'essayerai. Mais je veux dire, je ne jouerai pas à Conquest tout simplement parce que je viens de le dire, c'est un jeu d'armée. C'est un jeu d'armée et un jeu d'armée, ben c'est non. C'est trop de figurines, c'est trop d'argent, c'est trop de temps, c'est non. Déjà, on m'a fait craquer sur Game of Thrones et comme tu le sais, la boîte, elle est là-haut.
et elle n'a pas bougé. Donc c'est non, 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 je jouerai pas. Par contre, je trouve, là, il y a Iggy. Si je peux vous conseiller une chaîne sur Conquest, bah, il y a Iggy en ce moment qui est en train de faire tout le lore de Conquest. Et pour le coup, c'est de la Medfan, mais vous savez qu'il y a comme j'aime bien dire, qu'il y a ce petit pied à côté. Fait que ben, l'histoire est un peu différente, et un peu originale quand même. Et du coup, je trouve que le lore est assez intéressant. Et surtout, ils ont développé un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un lore participatif. Les joueurs du jeu, la communauté du jeu votent un petit peu pour les événements qui se passent au travers du lore. Et ils font vraiment évoluer le lore en fonction de ça. Et les sorties, les nouvelles sorties qui arrivent, les nouvelles factions qui arrivent sont liées au lore qui évolue progressivement. Et je trouve ça assez intéressant. Et sinon, le jeu a l'air bien, hein, le jeu a l'air intéressant, notamment le système d'activation. Je me suis renseigné quand même un petit peu. Le système d'activation. Attendez, je vais vous mettre une image quand même de Conquest, qu'on sache de quoi on parle. Ah, c'est ça que je vous parlais, le Living World. C'est le lore qui se développe petit à petit. Vous voyez, voilà. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui votent, il y a des événements qui se passent vraiment au gré de la vie du jeu. Et ça, je trouve ça très très cool comme concept. Et du coup, en termes de figurines, vous avez sûrement déjà vu ça quelque part, parce qu'il y a quand même pas mal de com en ce moment sur le jeu. Conquest, on va marquer Parabellum. Parabellum, j'ai sûrement dû faire une faute, mais on s'en fout. Ouais, il n'y a qu'un seul R à Parabellum. Voilà, Parabellum, Conquest. On va se trouver une bonne petite photo qui nous montre quand même. Ouais, c'est la lingette. Un gros tyrannosaure avec des plumes. Ça suffit comme argument déjà pour jouer ce dinosaure. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Conquest? Conquest, ça reste un jeu d'armée. Donc, un jeu d'armée, ça veut dire beaucoup de figurines. C'est un jeu régimentaire. Voilà, vous voyez, vous avez des régiments de personnages dessus, comme ça. C'est des socles, bah, vous le voyez, c'est des socles de 4, hein, c'est pas non plus des socles d'un million. Mais voilà, c'est des régiments, donc il faut, voilà, faut accepter de peindre tout ça et de jouer tout ça sur une table, qui ne sera pas mon cas. Ça peut vite revenir cher d'ailleurs. Après, petite particularité de Conquest, les figurines, il faut le savoir, sont un petit peu plus grandes que la moyenne. Donc elles sortent un peu de la taille que vous avez l'habitude dans votre jeu. Donc si vous voulez jouer proxy et compagnie, il faut faire attention. Il y a certains ça va aller, certains ça va pas aller. Après, en termes de jeu en soi, donc comme je vous dis, c'est un jeu d'armée, un jeu de régiment, mais il y a quelques petites particularités que j'ai vues, notamment celle que toutes vos unités ne sont pas sur la table directement. Elles rentrent par vagues successives en fonction de leur poids d'unité et de ce que vous allez tirer comme carte. C'est un truc qui peut être assez intéressant à voir sur table. Et aussi, vous avez un système d'activation par carte d'unité. Vous allez vous faire une pioche d'activation, donc je crois qu'il faut un petit peu programmer, prévoir ce qui va se passer, comment vous allez jouer, dans quel ordre vous allez jouer vos trucs. Donc ça aussi, ça peut avoir un intérêt sympa. Mais vraiment, moi, ce que je trouve le point fort de Conquest, mis à part les figurines sont terribles quand même, hein, mais c'est, je trouve que le lore a l'air vraiment, enfin l'univers et tout ça a l'air vraiment intéressant. Donc regret que ce soit un jeu d'armée et que j'ai vraiment pas le temps ni les moyens de me projeter dans ce genre de choses. Parce que par contre, le système de monde qui évolue, de communauté impliquée dans l'évolution de ce monde, vous savez que ce sont des choses, pour ceux qui me suivent, qui me bottent énormément. Mais bon, voilà, vous n'aurez pas ça sur ma chaîne. Mais donc, du coup, Iggy vous fait des vidéos du lore qui sortent petit à petit. Il en a déjà sorti 2 et c'est très cool. Et avec une personne qui connaît très bien le lore. Donc, je vous invite à aller regarder. On fait un petit détour rapide encore chez TT Combat. C'est pas un jeu que je joue, mais j'aimerais bien tester quand même. Ça m'intrigue. Et comme je vous disais, TT Combat reprend des jeux un peu foufou. Et TT Combat joue, enfin, a repris, ou a fait, non, je crois que c'est une reprise, hein, Rumble Slam. Et c'est un jeu de catch. Et juste, euh, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Est-ce que ça suffit pas comme argument? Le catch, c'est pas trop bien. Il y a vraiment des teams, mais c'est quoi ça? Genre, les paladins en mode bodybuilding, ride, complètement foufou. Ah non, mais il y a des figurines complètement timbrées. J'adore, j'adore, j'adore. Encore une fois, c'est les peintures TT Combat. Je pense qu'elles rendent vraiment pas, mais alors vraiment pas justice aux figurines. Je peux vous en parler vite fait, mais je vous invite plutôt à aller voir les copains de Ta Gueule on Joue. Ta Gueule
jouent. D'ailleurs, ont tout refait leur setup live. Plutôt propre, joli setup. Ta gueule, on joue normalement, si je vous dis pas de bêtises, mais je vous en dis pas. Voilà, Rumble Slam, ils y ont joué. D'ailleurs, je pense que normalement, si je dis pas de bêtises non plus, ils ont dû jouer également. Là, il y a encore du Rumble Slam. Là, il vous parle de Mars Code Aurora. Là, il vous parle de Gazland, je vous en parlerai juste après. Kairi, je vous en parlerai, même si pour le moment je n'y joue pas. Ils ont joué à Carnival, voilà, c'est ce que je voulais vérifier. Ils ont joué à Carnival. Ils ont joué à plein de jeux, il est vrai, il est vrai. Mais donc, du coup, de français que je connais, je crois que c'est un peu les seuls qui ont joué à Rumble Slam en vidéo. Donc, si vous voulez regarder un peu comment ça se joue Rumble Slam, allez voir les copains de Ta gueule, on joue. Et donc, du coup, il y a des trucs un peu rigolos, genre, tu peux haranguer le public, ça leur dire ouais, et puis ils font peut-être wouh, tu sais pas, il y a ce genre de mécanique que je trouve très très drôle. C'est un tout petit terrain, c'est vraiment, on va revenir en arrière. Et s'il est là le terrain, ça c'est la boîte de base. Qui a combien la boîte de base? 45 €, c'est pas déconnant, ça va, ça donne envie de s'y mettre. Et oui, c'est pour vous donner une idée. Après, vous pouvez acheter des rings un peu mieux faits. TT Combat en vend, forcément. Je pense que TT Combat aussi achète des jeux pour pouvoir vendre des décors. Quoique Rumble Slam, à part le ring, ils ont pas grand chose à vendre en vrai. Mais donc voilà, c'est vraiment un tout petit terrain. Je trouve ça assez intéressant. Ça change un peu la façon de jouer et les mécaniques. J'ai hâte de tester ça. Je vous en parle pas beaucoup plus parce que je l'ai pas testé. Mais moi, ça m'intrigue. Et voilà, bon, vous l'avez compris, je vais vous présenter des jeux qui sont parfois un petit peu. Ce sont pas forcément les jeux qu'on parle le plus, qui sortent un peu du commun, mais voilà, moi, c'est des trucs qui me tâtent. Et d'ailleurs, en parlant de jeux avec un lore, une esthétique, une identité, mais qui reste un tout petit jeu que pas grand monde connaît, mais pourtant je vous en ai parlé plein de fois, et je m'en voudrais si je n'en parle pas ce soir, c'est bien sûr Warband. Warband, donc c'est un jeu d'escarmouche, mais en plus il y a plein de particularités que je peux vous parler. Donc si vous voulez plus d'informations sur Warband sur YouTube, encore une fois, vous tapez juste Warband parce que Bounit en fait a commencé à faire parler de son jeu comme ça en créant une chaîne YouTube où il développait un peu justement comment il créait le jeu. Un peu comme ça que moi je l'ai découvert. Il y a plein de vidéos super intéressantes, même si vous voulez pas jouer au jeu. Par exemple, il y a l'interview de Lux Tantor, qui est le sculpteur, parce que c'est de la sculpture main, qui est un des sculpteurs, parce que maintenant il y a plusieurs sculpteurs, et donc il y a une interview sur lui et tout. Là en plus il va lancer un nouveau projet de jeu là, avec des gobelins, mais justement l'idée ça va être d'impliquer encore plus la commu dans l'acte de créer, et notamment les sculpteurs. Je trouve ça super cool comme projet, allez voir si ça vous intéresse. Donc appel aux sculpteurs, vous voyez, il appelle des sculpteurs. Il y a du gameplay, il y a du lore, il y a plein de trucs. Bref, allez voir, c'est très bien. Pour creuser, mais moi, ce que je vais faire, donc du coup, c'est que je vais vous parler plutôt des petites particularités de ce jeu, à mes yeux. Donc déjà, l'univers, pas forcément l'univers écrit, parce que pour le moment, j'en sais pas tant que ça sur l'univers écrit. Vraiment, le jeu est à ses tout débuts. Mais moi, vraiment, ce qui me marque, c'est l'univers graphique. Ça a une vraie identité. Je vous parlais de Alchemy, qui a son univers à lui. Là, on a parlé de Conquest, qui, je trouve, arrive à quand même à attirer son épingle du jeu, malgré qu'il soit dans un genre qui est un peu éculé, hein, le Medfan, et il arrive quand même à vous proposer quelque chose d'assez original, assez différent. En faire dans le trop. Parce que des fois, on essaie de faire différent et on fait juste du grandiloquent. Vous voyez là, c'est des figurines fait main, hein. Putain, il y a un univers qui se dégage, il y a une vraie patte artistique. Thomas qui fait les illustrations, Locust, si vous voulez le voir sur Instagram, tout ça, arrive vraiment à donner un truc à cet univers qui est propre à lui, que je trouve génial. Maintenant, en termes de particularité de jeu, parce que c'est vraiment un jeu particulier comparé à ceux que je vous ai parlé. Il y a peut-être le plus particulier que je vous ai parlé, en vrai, c'est Rumble Slam qui est vraiment très bizarre. Mais ce jeu-là, ça reste un jeu d'escarmouche. Mais comme Rumble Slam, d'ailleurs, il a un plateau, et un tout petit plateau. Il se joue pas sur un terrain où on fait des mesures et tout. Donc déjà, ceux qui sont allergiques au plateau, passez votre chemin, mais essayez quand même, ça pourrait vous faire changer d'avis. Mais par contre, ceux qui sont allergiques aux mesures, ça les saoule. Venez, Warband, c'est plateau, c'est cool. Par contre, le plateau est pas encore en vente, donc il faut le faire soi-même. C'est encore du do-it-yourself, même si ça vient. Notamment, il y a des petits bouts de plateau qui sont imprimables en fichier STL. Après, moi, je les ai en MDF. Là, il faut que je le fasse, mon plateau. Donc, il y a ce possible-là.
Donc ça déjà, c'est une particularité assez importante. Ensuite, il y a une particularité, moi, que je trouve aussi très notable, c'est sur la composition d'équipe. Depuis tout à l'heure, je vous parle des potards sur Carnage pour pouvoir mettre ses points. Je vous dis que dans Carnevale, si on dépasse un peu les points, c'est pas grave, ça donne juste des bonus. Depuis tout à l'heure, je vous parle de points comme si ça allait de soi. Bon, et ben dans Warband, pas du tout. Il n'y a pas de notion, il n'y a aucune notion de points de recrutement. Vous avez un nombre de cartes défini. Chaque joueur a un nombre de cartes défini. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous allez constituer vos équipes. Et donc, si par exemple vous allez jouer sur nombre, c'est grâce à une carte spéciale d'équipement qui va vous permettre de jouer 2 fois un personnage. Et en même temps, si vous allez suréquiper un personnage, vous allez être en sous-nombre parce que du coup, vous allez utiliser ces cartes pour suréquiper, etc. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a plus de questions de calcul. Vous devez avoir tant de cartes, point barre. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Vraiment, vraiment, c'est une mécanique de gameplay que je trouve très très intéressante. Ensuite, une autre grosse particularité de ce jeu, et il y a un petit côté bluff, blocage de l'adversaire, tout ça, qui est assez intéressante sur cette mécanique-là, c'est que Warband, ça se joue, c'est de l'activation alternée, donc le grand classique que je vous parle depuis tout à l'heure, que Mars Kodorova vient un peu chambouler avec son jeu de cartes. Mais sauf que là, vous avez un plateau d'activation, et donc il y a un certain nombre d'actions qui est disponible. Ce qui implique que si vous prenez une action et qu'elle n'est plus disponible sur ce plateau d'action, votre adversaire ne pourra plus la faire. Et donc vous allez jouer un peu comme ça avec le fait de je prends telle action parce que j'ai besoin de faire telle action, ou je prends telle action parce que j'ai envie de bloquer mon adversaire, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'il fasse ça. Et au fur et à mesure du niveau de la partie, du temps de partie qui évolue, ce nombre d'actions va grandir et le nombre de possibilités de ces actions va grandir. Et donc ça aussi, c'est une mécanique qui est plutôt très intéressante. Après, comme je viens de le dire, le jeu est encore en construction, entre guillemets, c'est-à-dire que le cœur de règle est là. Hein. C'est pas comme moi avec Arena où on est en train de travailler le cœur de règle. Là, le cœur de règle est là, c'est vraiment des peaufinements qu'il est en train de faire, notamment pour la version longue. Et là, il a fait une version rapide que moi j'aime beaucoup personnellement. Ça m'apporte, c'est une des raisons aussi pour laquelle je joue. Enfin, c'est une des raisons qui a verrouillé le fait que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu. C'est qu'il propose vraiment une version courte qui est intéressante, mais vraiment courte, rapide, mais intéressante, stratégique. Et je trouve que c'est une offre qui manquait dans le jeu de la figurine. La plupart des parties sont quand même restent des formats très longs, et une partie d'1 heure est une partie courte dans le jeu de figurine. 1 heure et demie, c'est une partie courte, quoi. La plupart des jeux te diront qu'on peut jouer une partie en 1 heure et demie, oui, entre professionnels qui perdent pas de temps. En vrai, la plupart du temps, tu mets 2 heures et demie, 3 heures à jouer une partie. Et je parle de jeux d'escarmouche, hein, je te parle pas de jeux d'armée. Donc là, il y a un vrai système de jeu rapide, mais pas dénué d'intérêt, loin de là. Je pense il y a même moyen que ça devienne mon mode de jeu préféré au final. Je sais pas, on verra, j'ai pas du tout assez joué. On verra par la pratique si finalement je préfère pas le mode plus large, parce que je me rappelle qu'à MCA, je disais ah peut-être que je vais plus jouer au Blitz qu'au mode normal, et finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que le mode normal est quand même le mode où le jeu prend vraiment tout son intérêt. Donc peut-être ce sera le cas pour Warband, qui aura un aspect beaucoup plus stratégique sur la version normale. C'est vrai qu'on a moins de flexibilité sur la construction de team sur le format rapide, mais par contre, moi j'ai trouvé ça très très agréable de pouvoir me dire que je peux jouer une partie intéressante et rapidement, quoi. Le nombre de fois qu'on a dit ah on se fait une partie, ouais on n'a pas le temps, ouais mais on n'a pas le temps, mais en même temps il reste du temps, donc on fait quoi, quoi. On boit des bières et on discute. C'est cool de faire une autre partie, puis des fois on n'a juste pas le temps de faire des grandes parties, donc moi ça m'a fait plaisir d'avoir un jeu qui est beau, qui est original, qui a vraiment sa patte et qui me propose ce format-là qui me manquait énormément. Voilà, c'est un peu. Je vais pas appuyer plus, pareil, je vous laisse creuser parce qu'en plus Bounit vous explique vraiment le gameplay, le lore et tout ça. Vous pouvez vraiment aller plus loin en allant voir sur YouTube ce qu'il fait. Donc je vous invite à le faire. Mais, mais si je devais appuyer sur, voilà, sur les aspects de game design vraiment particuliers, je trouve que c'est vraiment ces choses-là, là. Le panneau d'activation. Et si, il y a le petit truc que je vais rajouter, c'est un peu à la Magic si vous voulez. Je reprends cet exemple Magic parce que le créateur utilise souvent cet exemple. C'est-à-dire que, Bounit du coup, c'est-à-dire que pour activer vos personnages en fonction de quel personnage c'est, ils vont avoir un certain coût d'activation. Et donc ce coût va falloir le payer avec une ressource que vous avez. Et en fonction de la faction que vous jouez, cette faction a une certaine couleur. Voilà, un peu comme Magic, où on va jouer des bleus, on va jouer des rouges. Du coup, on peut mélanger et techniquement, on peut avoir des équipes avec plein de factions dedans.
C'est juste que vous allez avoir un problème de ressources à un moment donné pour les activer, mais c'est possible. Et pareil, il y a des mécaniques qui vous permettent de mieux gérer ça. Et donc, à l'image de Magic, c'est possible d'avoir un deck multicolore, donc du coup une équipe multicolore. Et ça, c'est un petit aspect aussi qui est assez original du jeu, je trouve. Enfin, original pour le jeu de la figue, parce que du coup, comme je vous dis, ça ressemble un peu à Magic sur cet aspect-là. Après, à quoi d'autres je joue? Parce que là, on a quand même fait déjà pas mal, hein. Mais je joue à d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont en cours de préparation et que j'ai envie d'y jouer, mais que j'ai pas le temps d'y jouer, mais que je kiffe bien. Peut-être qu'on en parlera après aussi, hein. Si, je vous ai dit que je vous parlerai de ça. Gazland, bien sûr. Gazland, maintenant qu'il y a la VF en plus, pourquoi s'en priver? Gazland, on va prendre une petite photo du bouquin. Allez, non, c'est nul, une petite photo de bouquin. Le mieux, c'est de voir des vraies bagnoles. Euh, Iggy, Ta gueule on joue, ils ont tous parlé de Gazland et ils en ont fait souvent, les deux là que je viens de citer. Tiens, je vais mettre ça. Non, je vais mettre ça. Donc, c'est quoi ce jeu? Ce jeu, c'est un jeu de course et de bagarre de voiture, en fait, on va dire ça comme ça. Mais qui se joue du coup avec. Il n'y a pas de figurines, pareil, c'est un jeu agnostique. Sauf que vous n'allez pas trouver une gamme de figurines. Vous pouvez, hein, remarque, il y a peut-être des STL de bagnole, hein, je sais pas. Mais l'idée de base, c'est quand même d'utiliser des petites voitures format Hot Wheels. Moi, j'en ai quelques-unes là. Et après, il y a plein d'originalités dans ce jeu, donc ça va être compliqué. Mais donc déjà, il y a ça. Rien que ça, déjà, c'est une originalité. Et il y a un mec d'ailleurs qui s'est amusé à faire une voiture. Putain, faudrait que je retrouve la vidéo, elle était drôle. Il s'est amusé à prendre le défi de prendre le prix d'un pot de peinture Game Workshop. Donc, je sais pas, ça doit être 4-5 € un pot de Game Workshop, je sais même plus. Et il s'est amusé à faire une voiture entière convertie, peinte pour Gazland, moins cher que le pot pot de peinture Game Workshop. Et elle est trop bien sa bagnole à la fin. Donc je sais pas, t'as besoin d'un autre argument? Bon voilà. Sinon, en termes de mécanique, qu'est-ce qui est très intéressant dans ce jeu? Le lore déjà est intéressant parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, il y a la Terre a colonisé Mars, Mars s'est rebellé, finalement Mars est plus fort que la Terre, alors du coup Mars pète la gueule à la Terre, et du coup ben, les survivants de la Terre, et finalement ils sont dans un jeu télévisé pour distraire les riches de Mars, et donc ils font des bagarres de voitures en mode d'espouf et compagnie, quoi. Sidecar, je sais pas comment ça s'appelle, quoi, mais... Dexter, on peut jouer des camions, on peut se faire des gros délires à la Mad Max. Bah voilà, ouais. Si vous êtes dans cet univers-là, vous allez vous faire plaisir, quoi. Là, je vous montre un petit exemple. Paf. Voilà, c'est bon. Pour ceux qui aiment bien ce délire-là, je pense que ça va parler direct. Donc du coup, vous allez tuner vos petites bagnoles, leur mettre de l'équipement et tout. Et puis il y a grosse particularité de ce jeu, enfin comment se joue ce jeu principalement. Si vous voulez, vous allez avoir 6 vitesses, c'est ça. Donc vos voitures vont pouvoir monter de vitesse en fonction de la vitesse qu'elles peuvent atteindre, hein, parce qu'il y a des voitures qui sont plus lentes que d'autres. Et donc ça se traduit par le fait que, ben, en fait, vous allez jouer un tour avec toutes les voitures qui sont à vitesse 1 et plus. Après, vous allez jouer un deuxième tour avec toutes les voitures qui sont à vitesse 2 et plus. Donc celles qui étaient qu'à vitesse 1, ben, elles ne jouent plus. Vous allez jouer un autre tour avec toutes les voitures de vitesse 3 et plus, etc., etc. Donc plus vous allez vite, plus vous allez jouer. Sauf que, comment on manœuvre avec ces bagnoles? On manœuvre avec ces choses que vous voyez là, ces gabarits. Et du coup, en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, vous ne pouvez pas utiliser tous les gabarits. Eh oui! Et du coup, ben, c'est bien cool d'aller super vite, vitesse 5-6, mais je pense que ça se voit de là. Ouais. En vitesse 6, vous ne pouvez utiliser que tout droit. Donc à un moment donné, vous avez compris où est le problème. Et donc il y a ce système-là, et plus, si vous voulez, vous allez tirer des dés, et en fonction des résultats, vous allez utiliser, il y en a qui vont vous permettre d'enlever des hasards, ils appellent ça, c'est-à-dire en gros le stress que prend ton pilote parce qu'il galère à manœuvrer, s'il a trop de stress, il va partir en tête à queue. Vous allez gérer vos virages, des fois vous allez partir en looping, vous allez mettre un gabarit au bout de votre gabarit et vous allez devoir décaler votre figurine, il va y avoir des percussions, des collisions, vous allez vous tirer dessus, vous allez mettre de l'huile par terre, enfin bref, ça va être un merdier sans nom, c'est super 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 fun comme jeu. Et limite j'ai envie de te dire, ah bah c'est un ta gueule en joue d'ailleurs.
j'ai envie de vous dire, c'est le. C'est pour moi, si je devais sortir un jeu de figurines en mode apéro pour vraiment me marrer avec les copains, je pense que Gazland, il est au sommet de la liste de la proposition. Et petit fun fact, il y a une règle dans le jeu où si tu touches un gabarit, même si c'est pas celui que tu voulais utiliser, bah trop tard, tu l'as pris, tu le prends, c'est trop tard. Donc tu joues, tu te démerdes. Je trouve ça drôle. Désolé. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je pense que c'est assez parlant. Et encore une fois, je vous invite à aller voir des vidéos. Il y a de quoi faire. Et encore une fois, comme c'est du agnostic, do it yourself et compagnie, il y a une commu qui est très créative. Et ça, moi, c'est des choses que j'aime. Ça fait vraiment du plaisir de voir ces gens qui créent toutes leurs bagnoles, leurs circuits. Ils font des trucs de ouf des fois. Il y en a, ils sont amusés à refaire en mode Mario Kart et compagnie. C'est vraiment très fun. Ouais, vous pouvez jouer des camions, enfin des trucs de dingue, des scénarios. Et d'ailleurs, il y a une idée qui a un peu pris de là pour Arena, hein. C'est cette idée que, en fait, ben, comme vous êtes un truc télé et qu'il y a des sponsors, vous avez certaines actions à faire pour un peu avoir les votes du public, les likes qui ont une vraie utilité dans le jeu. Et pareil, c'est pour ça que Rumble Slam, ça m'intéresse, parce qu'il y a aussi cette notion de faire le show. De quoi j'ai parlé? De quoi j'ai parlé? De quoi j'ai pas parlé surtout? C'est ça la question là. On a fait un joli petit tour d'horizon. Il est bientôt minuit. Il reste 20 minutes si vous voulez lâcher des jeux à vous. Vous voulez qu'on en parle et qu'on en discute, il n'y a pas de souci. En attendant, je réfléchis. Après, je peux vous parler d'autres jeux, hein. Je peux encore vous parler de jeux français, notamment Kairis. Le truc, c'est que Kairis, bah, je peux en parler. C'est comme Conquest. Je n'y joue pas à Conquest, mais j'ai pu vous en parler un petit peu. Kairis, je peux vous en parler aussi un petit peu, mais j'y joue pas pour le moment. J'ai ma boîte, mais voilà, j'ai trop de projets, j'ai pas eu le temps. Mais Kairis, c'est un nouveau jeu français. Encore une fois, c'est un jeu d'escarmouche. Alors pareil que Warband, Kairis vient remettre en question l'idée des points de liste. Là, vous avez un nombre de figurines fixe. Ça, c'est une des particularités du jeu, qui fait que vous n'avez pas de calcul à faire pour votre liste. C'est vraiment le choix de quelle figurine de cette faction je vais jouer et comment je vais pouvoir synergiser ça, parce que c'est un jeu à combo. Voilà. Donc ceux qui aiment les jeux à combo, ils trouveront quelque chose. Ils trouveront quelque chose dans Kairis, je pense. L'univers, c'est quelque chose. On est dans le Medfan, un peu décalé aussi, pas tout à fait Medfan classique. Il n'y a pas d'orques et d'elfes pour le moment, du moins. Ce sont si vous voulez, des sortes de gangs qui se disputent au sein d'une même ville. Mais des gangs un peu mystiques quand même, hein. Il y a des créatures, vous voyez, qui viennent d'on ne sait où. Une petite particularité que moi que j'avais trouvée dans ce jeu aussi, c'était la manière de se déplacer. Je sais pas si je peux vous trouver une image qui est parlante, ce serait cool. En fait, on va avoir des réglettes de déplacement. Je trouvais voilà, super, nickel. Vous voyez, on a des réglettes de déplacement. Jusque-là, bon, on va me dire classique. En fait, généralement, quand tu as dans un jeu une réglette de déplacement, tu prends ton pitou, tu le mets au bord de ton pitou, tu pousses ton pitou, tu enlèves la réglette. Sauf que là, c'est un système où en fait, vous voyez, c'est des bords arrondis et tout, parce qu'en fait, tu vas positionner ton pitou autour de la réglette. Et c'est un tout petit truc, c'est un tout petit détail à la con, mais je trouve ça intéressant. Ça change et ça peut amener aussi une autre réflexion stratégique. Et limite, je pense qu'on en reparlera dans des concepts de jeu, parce que, enfin, peut-être qu'on reprendra pas exactement ça, mais l'idée de re-questionner la réglette, je trouve ça intéressant en soi. Voilà, elles sont là aussi, encore une fois. Ensuite, il y a une question d'initiative aussi. Kairis, ils ont un système d'initiative. Vous avez, si vous voulez, les actions, les 5 activations que vous avez, elles ont une valeur. Et vous allez choisir la valeur que vous allez jouer en premier. Et c'est ce qui va définir votre initiative, mais aussi l'impact qu'aura votre action. Un système qui est aussi assez intéressant. Pareil, je vous invite à aller voir les copains de Ta Gueule en Joue. Il me semble qu'ils ont fait des vidéos. Il y a beaucoup de jeux que vous allez retrouver chez Ta Gueule en Joue, parce que Ta Gueule en Joue fait vraiment bien le tour des jeux indés, je trouve. Même s'il y a certains jeux, ils n'en parlent pas du tout, mais bon, voilà, ils en font tellement, je vais pas leur jeter la pierre. Mais du coup, si vous voulez voir un peu plus en profondeur, mais pour le moment, j'ai pas de retour à vous faire en termes de jeu vraiment. Enfin, j'ai pas envie de vous faire de retour. J'ai pas envie que ce soit trop faussé, c'est pour ça que je vais être très concis dans ce que j'ai à vous dire sur ce jeu-là, comme j'ai été concis pour
pour Conquest, parce que tant que j'y ai pas joué, j'ai pas vraiment envie de vous faire de retour. J'ai vraiment envie de vous faire un retour de joueur, quoi, de mes impressions de jeu. Donc quand j'aurai l'occasion de faire une partie, parce que j'ai la team, et pour le moment, ce qui me bloquait, donc c'était le temps, et aussi j'avais pas d'idée de conversion, mais maintenant ça y est. Ça y est, maintenant j'ai mon idée qui va être bien fun. D'ailleurs, pour info, je joue cette team-là, mais je vais pas du tout jouer ces figues-là, même si je les ai achetées. Ah, vas-y, mets-toi net, là. Ah, il veut pas se mettre net. Ah, il me dégoûte. Ah, il m'énerve. Attends, c'est ceux-là. Ah oui, mais là, c'est tout petit. Ah, mais super. Elle est là. Ah, voilà. J'ai cette team-là, mais je les jouerai pas du tout, je jouerai autre chose. Frostgrave, ouais, c'est de l'escarmouche aussi. Ben, où est-ce qu'on va montrer? Ouais, on va montrer. Parce que Frostgrave, c'est un peu de l'agnostique aussi, donc je me demandais si c'était pertinent de montrer, mais oui. Je pense qu'on peut avoir des jolies tables et que ça peut illustrer un peu le propos. Donc, Doc Data nous parle de Frostgrave. Frostgrave, c'est un jeu, bah pareil, j'y ai pas joué. Je connais un peu parce que je m'y suis intéressé. Donc, je vais être concis hein, sur ce que j'ai à en dire. Mais Frostgrave, c'est un jeu donc Medfan. Alors là, par contre, c'est agnostique. Donc en vrai, si vous voulez sortir des carcans du Medfan classique, vous pouvez. Mais en soi, par contre, tu sens clairement que le jeu et les joueurs du jeu aiment bien les stéréotypes de la Medfan complètement. Mais en gros, vous allez jouer un magicien et sa troupe de mercenaires ainsi que ses apprentis. Et donc du coup, Frostgrave, c'est un jeu d'escarmouche, un jeu d'affrontement, mais qui peut jouer aussi en solo, il me semble, parce qu'il y a des missions un peu solo qui existent. Et surtout, c'est un jeu à campagne. Donc voilà, vous allez, votre magicien va évoluer, son apprenti va évoluer. Par contre, si je dois émettre une petite critique d'ailleurs sur Frostgrave, sur ce côté campagne, c'est que vos mercenaires, eux, n'évoluent pas. C'est vraiment des PNJ à votre service. Il y a des scénarios solo, ouais, il me semblait bien, j'en avais regardé un une fois. En mode rapport de bataille, je sais pas qu'on appelle ça, quand c'est un let's play finalement, comme ils disent dans le jeu vidéo, c'est plutôt juste comme anglicisme du coup, mais bon voilà, une vidéo de jeu. Une vidéo de partie, voilà, on pourrait dire ça comme ça, plus en français. Et donc voilà, c'est un jeu de campagne où vous allez incarner un magicien qui va monter en puissance petit à petit, évoluer au fil des scénarios. Vous allez pouvoir le jouer en affrontement où il y a des scénarios en solo. Vous allez avoir des apprentis qui, pareil, vont avoir un rôle particulier et vont évoluer. Et par contre, vous allez avoir des mercenaires qui, eux, sont une équipe que vous formez autour de vous, mais qui n'évoluent pas, par contre. Et vous allez affronter un tas de monstres. Et ils ont fait une version dans l'espace aussi. Stargrave, qui est sorti il y a plus récemment que Frostgrave. Voilà, mais il y a plein de jeux qui sont agnostiques, hein. Et dans le même mood, si vous aimez bien les jeux coop à scénario et compagnie, ben il y a de très connus, il y a Shadow of the Ranger Deep, qui est en Medfan. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a Zone Alpha en post-apo. Vous avez Core Space en SF. Aristeia, je n'y ai pas vraiment joué et j'ai été pas déçu par le jeu. J'ai été déçu par la pub comme on a fait. Je m'explique. À l'époque où on a parlé d'Aristeia, je cherchais un jeu de sport. Déçu de Blood Bowl, je voulais un vrai jeu de sport. On m'a pas présenté Guild Ball à cette époque-là, malheureusement. Apparemment, c'était un sacré bon jeu de sport. Et quand j'ai découvert Guild Ball, il était déjà en train de mourir et puis il s'est arrêté quelques mois après. Bref. Mais Aristeia, c'est le jeu dit de sport dans l'univers de Infinity, qui se joue sur un tout petit plateau, comme ça. Mais je suis pas d'accord, c'est pas un jeu de sport au sens où moi je l'entendais. C'est un jeu plus proche de Arena, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu de... C'est un jeu d'arène type... je sais pas, type Overwatch, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ce qu'on fait avec Arena, entre guillemets. Avec, excusez-moi de le dire, mais un terrain moins sexy que ce qu'on vous prépare pour Arena, hein. On va pas se mentir, hein. Ah, je rigole. Mais du coup, ouais, le jeu avait l'air cool et tout, mais je sais pas, j'ai été frustré qu'on me fasse de la publicité mensongère. Je dis ça, ah, tu vas voir, c'est un jeu de sport et tout, machin. Non, c'est un jeu de poutre, ferme-la. Par contre, j'ai backé un vrai jeu de sport. Mais je sais plus comment il s'appelle forcément. Attendez, je vais vous retrouver ça. Takur, je sais pas comment ça se prononce. Et là, c'est un jeu de sport. Un vrai jeu de sport, avec des équipes assez réduites.
Moi, je vous avais dit que j'avais dans la tête un jeu de sport. Euh, et il y aura un peu plus d'effectifs. Mais du coup, c'est un vrai jeu de sport, moi, que j'ai dans la tête. Et un jeu de ballon qui plus est, parce que j'étais en train d'essayer d'arrêter. Peut-être dans la même veine que Blood Bowl, je sais pas trop. C'est le jeu de rugby. Bah ouais, voilà, ce que je cherchais, c'est un truc dans la veine de Blood Bowl en bien. Désolé, hein, j'ai été joueur de Blood Bowl et j'ai beaucoup de trucs à reprocher au jeu. Enfin, j'ai pas à le reprocher au jeu en soi, parce que ben, il est vieux le jeu. Mais bon, il serait temps de faire des jeux qui soient cool. Donc on m'a dit que Guild Ball était très bien, mais Guild Ball est un jeu mort. Et là, il y avait ce jeu-là, Takure, qui est un jeu de rugby. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, on peut simplifier ça comme ça. Et qui a l'air beaucoup plus intéressant et beaucoup plus technique que Blood Bowl. Blood Bowl, ça reste quand même un jeu de placement et de dés. Donc, bah, je vous ferai un retour quand je l'aurai et quand j'aurai pu avoir l'occasion d'y jouer. Mais ça a l'air bien cool. Après, l'univers, bon, cyberpunk un peu japonisant, c'est sympa, mais j'irais pas dire que c'est original non plus, vu qu'on en a bouffé quand même pas mal ces dernières années. Mais ça me va, en vrai. Fan de cyberpunk, donc je vais pas. Quand je dis cyberpunk, je dis pas forcément le jeu d'ailleurs, hein, je parle de l'univers cyberpunk, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Mais ouais, je cherchais un jeu de sport et quand on m'a dit Aristea et que j'ai regardé, oui, effectivement, ça m'intéressait. Encore plus maintenant, là, maintenant que j'y repense, dans le cadre d'Arena, effectivement, ce serait intéressant que je me repenche sur la question d'Aristea pour voir un peu ce que eux ils ont trouvé comme solution de leur côté. Mais mais c'est pas ce que j'appelle un jeu de sport, c'est ce que j'appelle justement, comme j'ai appelé le jeu en attendant, le nom du projet du moins, c'est un jeu d'arène, un Arena. Ça, c'est un jeu de sport. Voilà, c'est mon avis. Euh, En plus, vous connaissez un sport qui se joue en arène? Il n'y en a pas. Par laser game, mais on n'appelle pas ça un sport. Allez, si, il y en a, ils vont me sortir le paintball, et je vais pas pouvoir dire que c'est pas un sport, parce qu'effectivement, c'est assez sportif, mais. Puis sortez-moi pas le e-sport, s'il vous plaît. Ça compte pas. Le e-sport, c'est pas du sport, c'est du e-sport. C'est différent. Je vous ai pas parlé de Malifaux. Est-ce que je dois vous parler de Malifaux? Bon, allez, on vous parle de Malifaux. Mais j'y joue pas, hein, en vrai. J'ai pas le temps. Mais c'est un très bon jeu. Je connais bien les mécaniques, en vrai, hein. Limite, à force de parler avec des mecs qui jouent à Malifaux, on pourrait croire que je joue à Malifaux, vu que que je commence à bien connaître les règles à force, mais je pense que j'en suis très loin de pouvoir maîtriser une team sur la table. J'en parle vite fait, parce que je n'y joue pas, mais pareil, je pourrais en parler longtemps, mais il y a quand même des particularités assez intéressantes. La particularité, bon, toujours un jeu d'escarmouche, qui se fait avec des mesures, pour pouvoir un peu comparer avec ce que je vous ai parlé précédemment. Mais grosse particularité de Malifaux, selon moi, hein, c'est que on ne joue pas avec des dés, on joue avec des cartes. L'équivalent de nos jets de dés sont des tirages de cartes. Et ça, c'est une grosse différence qui amène un tas de mécaniques et qui a, vous l'aurez compris, inspiré Arena. Voilà, c'est de là d'où ça vient. Donc, notre jeu Arena, l'idée d'utiliser des cartes pour tirer, ça vient de Malifaux, je vais pas m'en cacher. Je trouvais ça très intéressant comme mécanique de game design parce que bah, les cartes, à la différence des dés, ça a des symboles, ça a des couleurs, ça a un tas de choses. Il y a un système aussi, la pioche, la défausse, la main. Il y a plein de trucs dans un jeu de cartes que n'a pas un lancer de dés. Tu peux montrer une des nouvelles, The Iron Matron. Là, on a l'artwork. Est-ce qu'on a la figue? Ouais, mais pas peinte. Bon, on va laisser l'artwork si ça te va, à moins que tu aies une figue. Mais oui, par contre, niveau design, Malifaux a vraiment sa patte à lui. Après, vous aimez pas, encore une fois. Mais moi, je pense que ben, la preuve que c'est une bonne patte, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Si tout le monde aime, généralement, c'est que c'est pas très ouf, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. En vrai, quand tout le monde aime, on parle vraiment de créativité et de patte artistique, c'est assez rare que tout le monde soit d'accord. Une des grosses particularités, donc c'est ça. Après, c'est un jeu à combo qui marche avec un système de mots-clés qui va vous permettre de recruter des figurines dans votre équipe. C'est aussi un système assez complexe, assez complet et assez intéressant où vos chefs, généralement, vont avoir deux mots-clés
qui vont vous permettre vraiment de jouer avec des teams assez différentes. En plus, là, ils sont en train de refaire les chefs, donc ils vont avoir des nouveaux mots-clés, de nouvelles façons d'être joués et tout ça, qui risque d'être assez intéressant. C'est un jeu qui a, ma foi, je crois, 10 ans, si ce n'est plus. 10 ans, je crois que c'est 10 ans. Donc il a été assez éprouvé. Il a plein d'originalités. Par contre, voilà, si je dois donner les contres, c'est un jeu qui demande de l'investissement, qui est très stratégique, qui est assez complexe à maîtriser, à apprendre les règles et tout ça. C'est pas un jeu qui est simple d'accès. Donc, ben voilà, je sais que ça peut en gêner certains. Ce sera pas adapté pour eux. Après, ben, si j'en dis les positifs, c'est vraiment un jeu à combo, à une extrême richesse, une grosse DA, un système qui lui est vraiment propre, original, un univers qui est développé, qui continue de s'enrichir. Il y a vraiment, vraiment énormément de qualité, hein. C'est juste que voilà, le principal défaut pour moi, alors déjà ceux qui sont allergiques aux cartes, ils n'y arriveront pas, mais le principal défaut pour moi qui pourrait être face pour des gens, c'est que c'est un jeu qui est quand même assez exigeant. Euh, Par contre, pour en avoir acheté, c'est compliqué. Ah oui, il y a aussi ça. Et c'est pas une légende. Malifaux, c'est beaucoup de figurines, sont un enfer à monter parce que c'est énormément, énormément de petites pièces. Est-ce que... Et encore là, ils ont été gentils. Mais bon, vous avez même des petits bouts juste pour les cheveux, hein. Je sais pas, je vais vous en trouver une, hein. On va prendre un peu au pif, voilà. C'est du multipart, et encore, ça va, hein. Mais vous avez vu toutes les petites pièces, il y a des figurines, je vous jure, c'est un enfer. Mais sinon, c'est un très très bon jeu. Je vous en parlerai pas beaucoup plus, parce que de toute façon, je vais m'arrêter là, il est minuit pile. Là, c'était vraiment pour vous faire un petit tour de à quoi qui joue le Dr. D. Et voilà, vous avez vu un peu à quoi qui joue le Dr. D, à quoi il aimerait jouer aussi un peu, parce que j'ai montré d'autres trucs. Et donc voilà, vous avez eu un peu l'ensemble des jeux auxquels je joue. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, ça leur a fait découvrir des trucs intéressants. Et pour ceux qui connaissaient un peu, mais qui ne savaient pas trop et tout, ça leur a permis de les aiguiller un peu sur les particularités de chacun de ces jeux-là. Et que ça les a un peu aidés à s'y retrouver dans l'offre, voir s'il y a des trucs qui leur plaisaient ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux maintenant, c'est un peu compliqué de s'y retrouver peut-être quand on débarque. C'est vrai que moi ça a été simple, hein. Moi quand j'ai débarqué dans le jeu, dans la boutique, il y avait 2 jeux quoi. Il y avait 3 jeux. Il y avait enfin 4 jeux. Il y avait 40K Warhammer classique ou Seigneur des Anneaux qui appartenait à Game Workshop ou Confrontation. Donc on avait vite choisi, enfin on pouvait vite choisir quoi. Voilà, ouais. J'ai pas choisi le meilleur apparemment, mais bon en tout cas j'ai choisi celui qui existe encore parce que Confrontation a coulé. Mais à l'époque ouais, bon, j'ai joué au jeu que les copains jouaient, hein. Je me suis pas posé beaucoup plus de questions. C'est vrai que maintenant quand tu rentres dans une boutique un peu spécialisée, même s'ils ont commencé, je trouve qu'il y a certaines boutiques qui ont de plus en plus tendance à mettre de plus en plus de Game Workshop parce que c'est censé se vendre. Mais je trouve ça un peu triste parce que du coup, ben, si les petites boutiques vendent pas des jeux alternatifs, qui c'est qui les vend, quoi? Merde! Si je vais dans une petite boutique, c'est pour trouver des trucs que je peux pas trouver dans des grands magasins. Et du Warhammer, je peux en trouver à Cultura. Oui, je- Ah, non! Mais bon, on va dire que je suis un client particulier. Même si à force de parler avec plein de gens, j'ai pas l'impression que je suis si particulier que ça à ce niveau-là. Si je vais dans une petite boutique, c'est pour avoir des trucs particuliers, justement. C'est pas pour trouver ce que je peux trouver à Carrefour, quoi, dans l'espace culturel. Je sais pas. Démarquez-vous un peu. Genre, je suis allé dans un magasin aussi, je vais pas le citer encore une fois, qui vendait quelques jeux de société et qui se disait petite boutique de jeux et qui vendait de la figurine. Et j'ai regardé les jeux de société. Moi, à l'époque, je travaillais pour Cultura, je vous le dis, voilà, il n'y a pas de secret. On avait plus de jeux différents et un peu alternatifs que eux. Ah, ils avaient peut-être pas les Monopoly, mais tous les grands titres qui sortent un peu du Monopoly, ils les avaient et ils avaient rien d'autre. Et pourquoi les mecs ils vont aller dans ta boutique alors du coup? Ils ont intérêt à aller dans la grande surface qui va leur faire des prix, ils vont pouvoir y acheter d'autres choses. Enfin, démarque-toi par l'offre et le conseil. Je sais pas. Je vous laisse sur cette question. Mais moi ça m'a perturbé. D'ailleurs, on va mettre ma vieille tête. Faire des gros bisous, 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 bisous.
gros bisous.